lorsqu'on voit les dégâts que fait cette propagande, on comprend que c'est quelque chose qui a été élaboré sur le long terme. Vraiment, il y a des techniques qui sont enseignées d'ailleurs. Il y a des groupes israéliens qui vont dans les campus universitaires aux États-Unis pour enseigner. Il y a des échanges comme ça entre étudiants. Lorsque les étudiants américains parlent d'Israël, on leur enseigne comment ils doivent parler d'Israël d'une certaine manière et comment détecter les antisémites dans le campus. Donc c'est tout un travail comme ça qui est fait un peu de manière souterraine, insidieux, et qui va créer des générations comme ça qui vont être toujours du côté quoi qu'il arrive, parce que c'est ça le but de l'Asba, comme l'a rappelé Noam Chomsky, c'est celui qui a le mieux défini la propagande, oui, c'est Israël n'a jamais tort. Bonjour, bienvenue chez Nexus. Eh bien, que voulez-vous? À nouveau un invité exceptionnel qui nous fait l'honneur d'être présent sur notre plateau alors qu'il est de court passage en France pour présenter son dernier ouvrage, un livre fabuleux de mystique, de poésie, Le Cheveu d'ange, aux éditions L'Harmattan, de Monsieur Ali Benziane. Monsieur Ali Benziane, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. On a la chance de vous attraper pendant votre séjour parisien, où vous avez présenté ce livre à la librairie Volontaire dans le 7e arrondissement. C'est ça. Eh ben, je vous invite à aller à la librairie Volontaire dans le 7e arrondissement. Mais devinez quoi? Nous ne l'avons pas invité pour ce livre. Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Nous l'avons surtout invité pour un livre extrêmement didactique, très réfléchi, par rapport à un sujet d'actualité qui nous interroge toutes et tous. Pensez Gaza, et pensez avec un A. Voilà. C'est fabuleux. Il nous renvoie à des méandres qui consiste à déconstruire le sionisme messianique. J'ai vraiment beaucoup aimé votre livre, d'autant plus fait particulier, alors qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation de, j'ai envie de dire, binaire, au regard de tout ce qui se passe autour de nous, on est pour ou contre. Là, pour le coup, dans ce livre, finalement, vous finissez par parler de paix. Ce que je trouve rarement dans d'autres ouvrages ou propos qui traitent du sujet. Et d'ailleurs, à ce propos, je tenais à remercier votre éditeur, Fiat Lux, pour le choix éclectique des livres qu'il a publiés, ainsi que pour la rigueur qu'il emploie au regard des auteurs exceptionnels. Donc je crois savoir que c'est Sami Laibi, donc je le salue. Merci à lui de s'être lancé dans l'édition, et merci en tout cas d'avoir publié ce livre, Pensez Gaza. Alors, vous avez un parcours particulier, vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes né en France, aujourd'hui vous vivez et vous exercez le métier de pharmacien, parce que vous êtes docteur en pharmacie de formation au Maroc, dans la ville de Tanger. Et ce qui est fabuleux et ce que je retrouve chez vous, c'est cette mixité, puisque c'est un livre énormément sourcé, où vous piochez, je veux dire, aussi bien chez les auteurs orientaux, j'aime pas forcément le terme, mais on va dire qui ont une sensibilité orientale, et chez les auteurs occidentaux. Alors, tout d'abord, je voudrais quand même dire à nos auditeurs, fait rare, ce livre est postfacé par un rabbin et préfacé par un homme brillant, un philosophe brillant, qui est Alain Santacreux. Et Alain Santacreux va inventer une notion, et je pense que ça va être tout le thème de l'émission, parce que ça va être récurrent, qui est non pas l'antisionisme, que tout le monde tente d'essentialiser aujourd'hui, mais le contre-sionisme. Et il vous présente, vous, parce qu'il vous honore de sa préface, comme celui qui a réussi à développer cette thématique qui lui est chère et qui lui est propre à l'origine, comme étant un humanisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Oui, bon, la différence entre contre-sionisme et anti-sionisme, c'est que l'anti-sionisme est essentialisant. C'est-à-dire, on ne définit pas de quel sionisme on est contre, en fait. Le contre-sionisme, c'est
on va présenter les choses parce que ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais il y a dans l'histoire des sionismes qui voulaient la paix avec les Palestiniens. Donc, à partir de ce constat-là... C'est bien de le rappeler. Oui, c'est bien de le rappeler. Voilà, et vous le faites brillamment. On peut parler du philosophe Martin Buber avec le Brit Shalom, etc. Eux voulaient vraiment vivre en paix avec les Palestiniens sur la terre palestinienne. Donc, à partir de ce moment-là, il faudrait trouver une alternative sans pour autant nier un droit qui peut être légitime ou pas, de retour en Palestine. De toute façon, ce droit, il est inscrit dans les grands textes religieux, que ce soit la Torah ou le Coran, puisque la terre d'Israël a également été donnée par Dieu au Banu Israël dans le Coran, etc. Donc à partir de là, on doit prendre ce fait en compte déjà, pour pouvoir discuter et envisager les choses de manière plus raisonnée, quoi. Et à la proclamation onusienne du 14 mai 1948, qui là, pour le coup, est inscrit dans le marbre administratif. Voilà, donc là, les vrais problèmes ont commencé comme ça. C'est-à-dire, on est dans quelque chose... La politique a commencé à prendre le pas sur une entreprise qui, à la base, était certainement légitime. Et puis, les choses ont rapidement dégénéré dans un conflit dont maintenant on est en train de vivre le paroxysme. Je pense qu'on aura quelque chose on ne sait pas, quelque chose qui est en train de se dessiner. Mais le vrai projet, c'est de vider une terre de tout un peuple. En tout cas, cette terre, enfin, cette bande de terre qu'est Gaza, a été détruite. C'est même d'ailleurs les propos de l'ancien ambassadeur de France en Israël, Gérard Roux, à 83%. Donc, effectivement, on parle d'éradication, mais là, pour le coup, lui a parlé de génocide. Ce qui est quand même assez fou, et vous le rappelez, que déjà Gilles Deleuze, en 1983, parlait de deux régimes de fous, et faisait état de ce que vous dites. On dit que ce n'est pas un génocide, et pourtant, c'est une histoire qui comporte beaucoup d'oradours. Depuis le début, ça a coûté très cher à Jean-Michel Apathy, cette formulation, et de dire que Deleuze avait dit à l'époque, mais dans un autre contexte, c'est un génocide, mais où l'extermination physique reste subordonnée à l'évacuation. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez rappeler, vous, que très vite, les partis, les mouvements sionistes qui vont s'armer physiquement pour commettre des attentats, détruire les villages palestiniens, mais aussi des attentats physiques. L'hôtel où sont installés les Britanniques, il y a quand même une bombe qui va être posée, qui va exploser. Mais vous rappelez très très vite, dès le début de votre livre, que tout de suite ils vont prendre des références bibliques pour légitimer l'État d'Israël. C'est ce que j'appelle le judaïsme parodique. Ils se sont appropriés des versets de la Torah, ils se sont appropriés la religion pour fabriquer finalement une religion qui correspond à leur ambition politique. Parce qu'il faut le rappeler quand même que le sionisme de fin 19e, début 20e siècle, il était avant tout politique. Et une grande partie, si ce n'est la majorité des juifs orthodoxes, étaient totalement contre l'entreprise sioniste. Et il y a eu tout un travail de propagande que je retrace dans le livre, qui était d'ailleurs au début spécialement destiné aux juifs orthodoxes de la diaspora, pour les convaincre de la légitimité du sionisme politique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu une collusion entre ce qu'on appelait le sionisme religieux. Mais même dans le sionisme religieux, il y a des variantes. Il y a des sionistes religieux, leur but, ce n'est pas forcément d'exterminer les Palestiniens. C'est de cohabiter, etc. Mais, oui, d'ailleurs, à ce propos, vous parlez du fameux groupe Brit Shalom, Alliance de la paix, créé en 1925, où certains évoquent l'éventualité d'un sionisme culturel et socialiste, mais qui se fonde sur une option binationale. Voilà, c'est l'État binational. Martin Buber était un juif orthodoxe religieux. Et, le rabbin Judas Magna aussi, on parle souvent.
Et Ernst Simon Gershom Scholem, qui a écrit des ouvrages remarquables. Et c'est vrai qu'on retrouve l'historien Hans Kohn, que beaucoup oublient, et l'agronome que j'aime beaucoup, Chaim Karlvarisky, si mes souvenirs sont bons. Et effectivement, ce qui est fascinant avec vous, vous ne tombez pas dans le piège de la sémantique. C'est que justement, vous faites un travail formidable pour expliquer les types de sionisme, mais aussi les types d'antisionisme qui existent déjà à travers la communauté, je veux dire, les juifs du monde. Et encore aujourd'hui, puisque même votre livre est préfacé par un rabbin qui va dans un sens très abrahamique. J'ai trouvé sa postface extrêmement puissante, et rare d'ailleurs. Mais alors, ce qui est aussi fascinant chez vous, c'est que ça fera l'objet d'une ou deux lectures, parce que j'en étais ravi. Vous êtes un homme de paix, et d'une intelligence et d'une sensibilité rare, vous concluez pratiquement tous vos chapitres par un poème. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en vous lisant, on retrouve des thématiques liées à la mystique, en l'occurrence le soufisme, par rapport au silence. Vous rendez hommage à la petite Inde de 6 ans, si mes souvenirs sont bons, qui a été littéralement pulvérisée par une bombe israélienne. On reviendra là-dessus parce que j'ai découvert grâce à vous qu'il y avait toute une logistique mise en place par l'armée israélienne qui savait exactement en réalité le nombre de personnes susceptibles d'être visées. Et ça, c'est rarement rappelé dans les médias. Alors, on rentre dans votre livre avec cette histoire du 7 octobre 2023, et on sent, alors vous êtes un des rares, c'est qu'on sent vraiment c'est comme un après 11 septembre, cette ligne de fracture qui va s'opérer. On le voit très fortement à travers les universités américaines. D'ailleurs, l'administration Trump a pris une décision quand même assez forte contre la liberté d'expression, qui consiste à virer des États-Unis n'importe quel étudiant non résident américain qui fait une critique d'Israël. Bon, bref. Mais alors, vous tombez pas dans l'émotion. On sent que vous êtes au courant de la réalité de ce qui s'est passé. Après tout, vous passez au-dessus. C'est vrai que c'est ce qui est largement débattu en France, ou si peu. Vous choisissez un chemin complètement différent et vous insistez vraiment sur cette thématique du contre-sionisme. Bien sûr, vous gardez le mot de génocide concernant ce qui s'est passé. Vous faites des références au conflit rwandais, à ce qui s'est passé au Japon. Mais ce que j'ai trouvé quand même assez symbolique, c'est que très vite, j'ai presque envie de dire, j'ai eu à capter vos orientations philosophiques et vous traduisez très très bien la pensée d'un homme que j'aime beaucoup, qui est le philosophe polymathe, comme on dit, Yehoshua Leibovitch. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement, et pourquoi vous êtes arrivé à la personnalité de Leibovitch? Leibovitch, je l'ai découvert, je pense que c'était une vidéo sur YouTube, qui je pense est toujours disponible, faudrait bien chercher. Et en fait, dans cette vidéo-là, il fustige, donc c'est les années 90, début des années 90, je crois. Il meurt en 94. Oui. Et là, il est dans son bureau, dans sa bibliothèque, avec sa kippa. C'était une référence au niveau religieux. C'était vraiment il était très respecté. Il donnait des cours de Torah à la radio, etc. Un spécialiste de Maïmonide. On peut même dire que c'est un de ses héritiers intellectuels. Exact. Et donc, cet homme-là, avec cette posture-là, avec cette réputation-là, il va fustiger le comportement des élites sionistes vis-à-vis des Palestiniens, le comportement des militaires, des juges. Et justement, dans cette vidéo spécifiquement, il fustige une décision de justice qui autorise la torture vis-à-vis des Palestiniens. Et il cite un cas qui est horrible, d'une Palestinienne qui accouche en prison avec les menottes au poignet. Et là, c'est là où Leibovitch va, dans cette vidéo, il va prononcer un mot qui est très provocateur, celui de judéo-nazisme. Il a dit les gens, en parlant justement de ces gens qui ont décidé une telle chose, ils ne peuvent pas être juifs, ce sont des judéo-nazis. Et il n'y a que lui qui pouvait dire une chose pareille, avec son aura,
avec Et ce qui est fou, et vous le rappelez, il le dit à un moment où il va être primé du prix du prix Israël qui allait être remis par Yitzhak Rabin. Et Rabin refuse de lui remettre. Il refuse, bien sûr, oui. Suite à cette déclaration. Et en même temps, ça restait quand même un des personnages les plus respectés en Israël. Ouais, c'est une véritable autorité C'est une morale. Institution, Leibovitz. Et c'est impressionnant. il a eu un courage extraordinaire. En fait, c'est plus que du courage. C'est la vérité qui sortait de sa bouche, tout ça. Mais ce qui est fou, c'est que vous rappelez très bien... en plus, ces deux orientations de travail, je connais bien Youssef Indy, que je salue d'ailleurs, qui a fait un gros travail sur le sionisme. Mais alors, c'est très intéressant que les gens achètent cet ouvrage, que je recommande très fortement, Pensez Gaza, aux éditions Fiat Lux, parce qu'il y a une approche quand même assez différente. C'est marrant parce que vous partez tous les deux de cette formulation après le 7 octobre de Netanyahou qui dit nous réalisons la prophétie d'Isaïe. Et puis là, d'un coup, je me suis dit, tiens, il va sûrement développer et sourcer. Et là, vous partez complètement différemment parce que vous expliquez la composante religieuse messianique dans la politique actuelle d'Israël, certes, mais à la différence de Youssef qui va choisir une thématique, j'ai envie de dire, plus théoricienne, vous allez essayer de trouver en quoi, historiquement, il y a une trahison de la part de Netanyahou par rapport aux tenants de la Torah, par rapport aux tenants du texte juif biblique. Et ça, c'est assez fascinant parce que vous êtes un des premiers auteurs chez qui je le découvre. Et c'est remarquablement sourcé. Vous appuyez aussi sur des livres d'ouvrages politiques, en l'occurrence Marius Shatner, sur l'histoire de la droite israélienne. Et j'ai trouvé ça passionnant. Est-ce que vous pouvez nous dire aux éditeurs pourquoi il va y avoir comme ça, à la lettre, toute cette... comment on appelle ça ? Toute cette généalogie idéologique de Netanyahou que lui va respecter, qu'il va faire appliquer pour déshumaniser à ce point les Arabes, puisque il est question, d'ailleurs c'est la tête d'un de vos chapitres, où il vous rappelle une formule où il dit que les Arabes c'est de la merde. Enfin pas lui, mais ceux à qui il croit. Oui, bon, cette formule-là, justement, elle est issue du livre Histoire de la droite israélienne, qui est un livre qui n'est pas réédité, qu'on ne trouve pas. Hein. En tout cas, vous l'avez lu, ça je peux le confirmer. Et oui, c'est une formule qui a été prononcée par un membre du parti sioniste révisionniste, et Netanyahou est l'héritier idéologique du sionisme révisionniste. Là, je parle le thème du livre, c'est le sionisme messianique. Mais en fait, il faut dire sionisme révisionniste messianique, parce que c'est l'alliance entre le sionisme religieux le plus extrémiste avec le sionisme politique le plus violent. Et c'est cette alliance-là qui va donner ce qu'on est en train de voir maintenant. Quand Netanyahou va citer la prophétie d'Isaïe, déjà, il faut savoir que dans la Bible, il y a deux Isaïe. Il y a un Isaïe qui est guerrier, vindicatif, et un Isaïe de paix, plutôt avec un messianisme qui apporte la paix et pas la guerre. Et donc, bien sûr, Netanyahou se réfère au premier Isaïe. Et bon, c'est typique de cette appropriation de la parole biblique à des fins politiques. Parce que Netanyahou, c'est ça. Il n'est pas le plus intéressé par la réalisation du messianisme religieux. Il y en a d'autres autour de lui qui maintenant, la plupart, je crois qu'ils Ben Gvir a démissionné. Il y a Smotrich. Eux, oui, ils sont dans une perspective purement messianiste religieuse, alors que Netanyahou, lui, il y a tellement de casseroles qui traînent en ce moment, on pourra en reparler. Il y a des choses qui sont sorties ces derniers jours en Israël, dont on ne parle pas ici, mais qui sont très très graves, qui impliquent les collaborateurs Netanyahou. Alors c'est fascinant parce que ça, je me tue à le dire à beaucoup autour de moi en tout cas. Ce qui est assez fascinant, c'est que je me fais une revue de presse tous les jours, qui est une revue de presse, on va dire, majoritairement d'articles de presse anglo-saxons, et aussi d'Asie, mais pour des raisons, ça c'est lié à la géopolitique financière. Mais
aussi, j'ai beaucoup lu la presse israélienne pendant ce qui s'est passé. C'est impressionnant de voir ce que la presse israélienne dénonce, rend public, et même la commission qui est en cours aujourd'hui en Israël par rapport à ce qui s'est réellement passé le 7 octobre. Et j'ai découvert le sort tragique qui avait été fait à ces guetteuses, dont on peut se poser beaucoup de questions sur le fait que l'état-major israélien en ait si peu tenu compte. Et d'ailleurs, ça fait tout l'objet aujourd'hui d'un débat, puisque le patron du Shin Bet a dénoncé justement les manquements pour réponse, on cherche à le virer. Les histoires des otages, vous rappelez, en plus c'est fascinant dans votre livre, que dès 1993, je crois, Netanyahou se fait insulter publiquement par un couple dont le mari est un général reconnu dans l'armée israélienne suite à la mort de leur fille dans un attentat. Donc c'est récurrent chez Netanyahou, vous le rappelez, et on le voit très bien. En fait, c'est le père de la dame en question. Sa fille a été tuée, je crois que c'est en 1994, un attentat suicide à Jérusalem. C'est ça. Et le père de cette dame était un ancien général qui était camarade. En fait, non, c'est elle qui était camarade de Netanyahou à l'école. Voilà. Donc, ils se connaissaient, c'était des amis d'enfance. Elle a appelé Netanyahou, elle lui a dit « Tu as tué ma fille ». Et publiquement en plus. Hein. Et publiquement, elle a écrit une tribune qui était parue dans le Monde diplomatique que je cite dans le livre. Très bien, ouais. Et en fait, sous-entendu, ta politique de répression et de colonisation a abouti au meurtre de ma fille. Voilà. Et c'est déjà en 93 ou 94 en tout cas, donc, pour preuve qu'il y a déjà 30 ans. Ah oui. Et donc c'est quelqu'un qui en réalité... moi, c'est pour ça que je l'ai taxé publiquement de judéo-nazi. Qu'on l'apprécie ou pas, mais je me fonde sur la pensée de Leibovitch. Il est allé jusqu'à, quand même, Netanyahou récemment, fait agresser par la police israélienne les manifestants et les parents des otages. Ce type est fou. Parce que ce n'est pas son problème, les otages. Oui, c'est ce que le peuple israélien commence à découvrir. Voilà. Hein. Et pas en France où il y a une véritable propagande. On a l'impression que mon pays, en tout cas quand j'ai écouté certains médias français et politiques français, je me demande si on n'est pas devenu une sous-préfecture d'Israël et que Macron serait un petit consul israélien. Parce que ça pose question. Comment se fait-il que pendant 1 an, les Israéliens, et j'ai beaucoup d'amis en Israël et en Palestine, donc palestiniens et amis chrétiens, juifs, arabes et chrétiens et musulmans et juifs à Jérusalem, et qui ont participé à la manifestation qui a duré 1 an, dont les médias français n'ont pas parlé, parce qu'ils voulaient tordre le cou à la Cour suprême israélienne. Mmh. Donc en plus c'est quelqu'un qui déteste les fondamentaux du droit et qui voudrait changer le droit par la nation. Mais bien sûr tout ça on n'en parle pas, mais vous le rappelez très bien et à juste titre dans votre livre. Mais il y a et c'est ça qui est terrible, parce qu'en vous lisant, c'est la terreur absolue, quoi. Vous savez, j'ai une anecdote. Hier, j'étais à la rue des Écoles, donc ici à Paris, et je vois des fourgons de police et un attroupement, devant l'école polytechnique, exactement. Et là, je vois 4 ou 5 jeunes, pas plus, en kéfier, et les policiers en train de verbaliser. Et c'était des jeunes, quoi. Le plus costaud, il devait faire 50 kilos tout mouillé, quoi. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Vous savez combien il y avait de fourgons ? Il y en avait 5. Je les ai comptés. 5 fourgons pour 5 jeunes sans armes ni rien, c'est-à-dire juste un kéfier. Déjà, où vont les impôts ? On peut se demander... Non, mais c'est quand même hallucinant. Je trouvais ça... En fait, l'image m'a choqué, quoi. Puis c'est complètement disproportionné, mais il y a une chose aussi qu'il faut rappeler, c'est que, contrairement à ceux qui évoqueraient... En l'occurrence, j'en vois la directrice de la DGSI qui ment outrageusement. Faut comprendre que c'était une ancienne petite syndicaliste et porte-parole du syndicat des commissaires. Elle se retrouve pour des raisons d'inclusivité, de wokisme, puisqu'il fallait nommer une femme. Elle s'est juste teinté les cheveux en gris, elle pense que ses propos pèsent plus lourd. Je rappelle qu'au sein de la DGSI, ils ont créé la cellule Alat après les attentats du Bataclan pour créer une guerre de civilisation entre chrétiens et musulmans. Et ils ont permis à ce que des
directeur de la DGSI viole des petites filles mineures de confession musulmane dans des locaux de préfecture habités secret défense au prétexte de la déradicalisation. Et je fais un point d'honneur à le rappeler parce qu'on n'est pas dans un état de droit en France et ils ont créé un racisme systémique à l'endroit des musulmans de France. Je précise, et c'est même, j'ai envie de dire, l'institution française et la Macronie est le substrat du racisme le plus absolu. D'accord ? Ils pensent que, et ils veulent faire de tous les Français des Gazaouis. Je le dis publiquement. Mais il y a une chose qui est très importante. Nous sommes un des rares pays au monde où, alors on prétexte qu'il y aurait 8 à 10 millions de musulmans, tant mieux. Et j'ai presque envie de dire, s'ils sont ce nombre-là, ils ne s'affichent pas, ils n'embêtent personne. Parce que s'ils avaient soi-disant cette force de mobilisation, il y aurait 2 millions, 3 millions de personnes en train de manifester. Ils étaient à peine 2000 Bastille, on leur envoyait les policiers pour leur mettre des amendes de 135 €. Mmh. Voilà, ça se passe en France. Mmh. Donc après, il faut raison garder. Mais poursuivons dans votre livre qui est extrêmement pertinent et judicieux. Vous rappelez très bien, je voudrais que vous le disiez à un auditeur, c'est que Leibovitch, il y a quelque chose qui me fascine chez lui, qui est vraiment extrêmement puissante, c'est que c'est quelqu'un qui a un rapport c'est un anti-spinoziste et qui a un rapport de transcendance radicale. C'est quelqu'un qui ne veut absolument rien sacraliser. Alors ça, c'est quand même assez fascinant chez. Donc pour lui, la moindre sacralisation, c'est de l'idolâtrie pure et simple. Pourquoi je rappelle ça ? Parce que c'est celui qui vraiment va s'opposer, alors que c'est un religieux, mais qui va, et vous l'expliquez bien dans votre livre, le sionisme est radicalement laïque avec lui. Alors, est-ce que vous pouvez développer ça ? Parce que personne ne le sait, ça. En fait, c'est un peu plus complexe. Déjà, Leibovitch, c'est vrai, pour Leibovitch, il y a une seule chose qui est sacrée, c'est Dieu. Et entre l'homme et Dieu, il n'y a qu'une seule chose, c'est la prière. C'est le seul moyen d'accéder à Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'État. Mais grâce à vous, on le découvre. Parce que vous retirez ce poids dogmatique à des gens qui se font le lien avec Dieu, et on voit autour de comment Netanyahou chérit certains rabbins qui sont à la solde du pouvoir. Hein. Complètement. Ouais. Parce que vous vous rappelez d'ailleurs, lorsque un rabbin extrêmement proche de Netanyahou tente de fustiger, faute d'arguments, dans un débat aux États-Unis, Norman Finkelstein, on vous rappelle que ce rabbin possède un sex-shop, un magasin de sextoy avec sa fille, à Kasher, avec sa fille. Sextoy Kasher, le mec il est rabbin. Ouais. C'est un truc de fou. Non mais bon, voilà, on voit. Mais revenons à cette l'idée d'un Messie à venir. C'est fascinant. Franchement, lisez ce livre, parce que quand vous lisez ce bouquin, notre ami Ali Béziane, qui va au cœur du texte, vous démontez tout et de manière très habile. Il n'y a aucune forme d'antisémitisme dans cet ouvrage. Je vois pas comment on pourrait vous discréditer, tellement c'est bien sourcé. Et bravo encore à votre éditeur, Sami Labi, d'avoir fait le pari de vous publier. Ça, c'est important. Tout le monde parle de Messie, de Machia. Et là, vous dites, Leibovitch, l'avenue du Messie, idolâtrie. Voilà. Donc pour lui, on ne doit pas en parler, quoi. Ça ne doit pas être un but en soi. Et encore pire, ça ne doit pas rentrer dans des considérations politiques. Voilà. Donc il s'est opposé à toute forme d'idolâtrie, on va dire. Bon, c'est une vision du judaïsme qui est particulière. C'est une vision de la religion. De manière générale, on peut ne pas le partager. Bon, c'est vrai que même dans le christianisme ou dans l'islam, le messianisme a une place importante aussi. Et il faut savoir que Leibovitch, c'est l'héritier intellectuel de Maïmonide, donc ça suit un peu, d'une certaine manière, la pensée maïmonidienne. Donc ça, c'est pour le background un peu philosophique de Leibovitch. Et donc, il s'opposait à Ben Gourion, par exemple. Ah oui, il y a plein de passages là-dessus. Mais vous parlez quand même qu'il va tenter de théoriser un modèle qui s'appelle la démocratie halakhique. Oui, parce que lui, c'est pas tout à fait. C'est un exemple de sionisme qui veut cohabiter avec les musulmans et les chrétiens. Leibovitch disait qu'il n'aimait pas le christianisme, mais pourtant qu'il considérait les chrétiens comme ses frères. Donc ça, c'est déjà fort de dire ça. Et la forme de sionisme, elle n'était pas tout à fait laïque. C'est-à-dire, lui, il voulait s'affranchir d'un État politique qui allait créer des citoyens de seconde zone à côté des Juifs.
Pour lui, c'était inconcevable que les musulmans soient des citoyens, ou les Arabes, comme on les appelle, soient des citoyens de seconde zone. Et pour éviter un tel problème, il était partisan d'un État créé par les Juifs, pour les Juifs, exclusivement. Pourquoi pas ? Pareil, on peut être d'accord ou pas, mais c'est une vision sioniste alternative, on va dire. Et en plus, c'était ça pour les gens qui, les incultes notoires qui aujourd'hui pullulent sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont la chance de pouvoir se mettre derrière un ordinateur, souvent de forme anonyme, et écrire n'importe quoi. Je les invite à lire votre livre. Vous rappelez quand même que Leibowitz, après la guerre des 6 jours, c'est un des rares qui, de sa voix et son autorité morale, dit que c'est une... le terme exact, c'était un des plus grands désastres de l'histoire d'Israël, et il invite tout de suite à ce que les Israéliens quittent les territoires occupés et qu'ils appliquent le plan Rogers de 1969. En 1967, c'était le seul Israélien à avoir dit une chose pareille. Et il était prophète puisqu'il a vu ce qui allait se passer. Il a dit le plus grand désastre de l'État d'Israël et des Juifs, c'est la guerre des 6 jours et l'annexion donc des territoires. Et donc, bon, il a compris ce qui était en train de se jouer. Et malheureusement, le futur lui a donné rapidement raison. Il y a eu les accords d'Oslo qui étaient, pour moi, une lueur d'espoir, malgré tout, parce que ce n'était pas non plus des accords parfaits pour les Palestiniens, qui refusaient le droit du retour, etc. Il y a beaucoup de choses qui étaient encore à parfaire. Mais c'était un premier pas vers la paix. Donc, c'était 93, les accords d'Oslo. 94, on a le massacre de Hébron par les Juifs... enfin les sionistes extrémistes, on peut même pas, moi j'arrive même pas à les appeler juifs, quoi. Et le rabbin qui a préfacé, Gabriel Agaï, qui a préfacé mon... On en reviendra. Pareil. Et Yitzhak Rabin avait fait un discours historique dont on parle très très peu, et moi, j'ai vraiment beaucoup cherché pour trouver ce discours. Il est vraiment caché, mais c'est un discours qu'il a prononcé juste après le massacre de Hébron, en excluant le terroriste sioniste qui a fait ces massacres, en l'excluant du judaïsme et de l'État d'Israël, en disant qu'il n'a absolument rien à voir avec notre religion. Alors, ce qui est fascinant, c'est que vous rappelez justement que les rabbins fanatiques vont... alors ça, c'est quand même incroyable, c'est comment il y a un détournement de la foi juive et du texte sacré juif, c'est que dès que ça leur plaît pas, ils s'autorisent, pourquoi, j'en sais rien, à émettre des sortes de fatwas, c'est-à-dire Yitzhak Rabin était victime d'une fatwa. Voilà, c'est ça. Et ils l'ont appelé Rodef. Din Rodef, ouais. Din Rodef, qui veut dire que le sang était rendu, enfin le meurtre faisait que c'était possible parce que son sang était devenu licite. Din Rodef en hébreu, ça veut dire littéralement la loi du poursuivant. Oui, on peut dire que c'est une fatwa. Déjà, le terme fatwa est peut-être l'un des termes... Vous le mettez entre guillemets, je précise. Ouais. Parce que c'est pas évident de trouver... Non, mais le terme fatwa est l'un des moins compris en Occident, parce qu'il faut savoir que la fatwa, à la base, c'est un avis juridique qui est émis par des élites religieuses musulmanes, et le fait de donner une anathème contre quelqu'un n'est qu'un cas particulier de ces lois juridiques. D'ailleurs, je rappelle que en Égypte, des grands docteurs, théologiens musulmans, subissaient des fatwas. Ibn Arabi, dont je parle dans mon nouveau livre, a subi un anathème. Et il a dû s'expliquer devant ses pairs. Et il est sorti, d'ailleurs on l'oublie souvent, il est sorti gagnant, entre guillemets, du fait qu'il a pu expliciter et démonter, et sur le plan juridique du droit islamique. Et c'est vrai qu'en France, malheureusement, il y a un fumet extrêmement raciste de nos institutions. N'oubliez jamais que la plus haute autorité en France, c'est l'institution judiciaire, et qu'il y a 3 ans, ceux qui sont sortis de l'École nationale de magistrature, dans le document où ils avaient à noter leur choix, il avait été inscrit noir sur blanc, ça a été rapporté par le journaliste David Perrotin, Mediapart, les Arabes d'Ohar, la France aux Français. Et aujourd'hui, dans nos tribunaux, ce sont ces fielleux racistes qui nous jugent, alors que les Français ne sont pas racistes, j'insiste. Mais pour en venir au texte et au cœur du texte, donc il va dire qu'effectivement, ces 6 jours, ça va être la catastrophe pour Israël. Mais il y a un propos sur lequel j'aurais bien voulu que vous reveniez, parce que
En France, c'est Netanyahou, vous le précisez, mais c'est très intéressant, parce que c'est un mot qui est devenu à la mode, le judéo-christianisme. Alors c'est fascinant comment vous vous appuyez sur les écrits de Leibowitz pour, lui, dès le départ, fustiger cette notion. Parce que ce qui est bien dans votre livre, c'est que, en fin de compte, tout a déjà été dit bien avant. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que les gens oublient vite. Une information chasse l'autre, mais c'est des termes récurrents qui sont repris par la machine propagandaire des pires fanatiques, là pour le coup, juifs. Et ils fondent comme ça des commandements de la Torah sortis de leur contexte. Ils déshumanisent. C'était la fameuse formule que vous rappelez de Ben Gourion, occuper et détruisez. Ouais. C'était le mot d'ordre qu'il avait donné aux milices sionistes en 1948, lors du nettoyage ethnique en Palestine. C'était occuper et détruisez. Et donc, ils ont appliqué à la lettre ces instructions. C'était lui qui chapeautait tout ça. C'était Ben Gourion, hein, personne d'autre. Et bien sûr, il y avait des chefs de milices paramilitaires, l'Irgun, etc., dont Yitzhak Rabin, dont Menahem Begin, qui après, bon, là, ils sont devenus premiers ministres, ils ont continué plus ou moins à appliquer cette logique-là. Mais c'est vrai que le judéo-christianisme, c'est quelque chose maintenant qui a été fabriqué de toutes pièces pour exclure les musulmans et s'en servir comme prétexte. On parle de civilisation judéo-chrétienne. Il y a des pseudo-philosophes en France qui n'ont que ça à la bouche et qui écrivent même des livres sur ce sujet. Alors que la civilisation judéo-chrétienne ne veut dire qu'une seule chose, c'est qu'on exclut les musulmans et qu'on va... Puis on voit que c'est on va cautionner le choc des civilisations, quoi, tout simplement. C'est juste pour ça. Samuel Huntington, d'ailleurs, la plupart n'ont pas lu le bouquin, puisque s'ils avaient à lire ce qu'il dit est gravement criminel aussi à l'endroit des Chinois et des Noirs, on va dire, hein, pour avoir lu son bouquin. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout ce... En vrai, ce que ces gens ne se rendent pas compte en France, pour ceux qui reprennent la terminologie judéo-christianisme, en réalité, ils sont dans la droite ligne de ce que Leibowitz appelait les judéo-nazis, quoi. Ouais, parce que c'est quelque chose qui est repris par Netanyahou à chaque fois. Nous sommes en train de défendre les valeurs de l'Occident. La guerre que nous faisons à Gaza est une guerre pour les valeurs de l'Occident, rejoignez-nous, etc. Donc on entend ça régulièrement. Et ça, c'est repris de manière régulière par les médias. C'est une propagande. Et il ne faut pas tomber dans le panneau. Parce que si le judéo-christianisme doit avoir une réalité, elle est assez particulière. C'est une réalité qui est religieuse, voire spirituelle, c'est vrai. Bon, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, etc. On ne peut pas le nier. Par contre, au niveau idéologique, elle n'a pas lieu d'être. Ouais, mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes un dénicheur. J'ai affaire à quelqu'un qui... Rien ne lui échappe à ce garçon. Grâce à vous, d'ailleurs, que je découvre un texte qui sort des abîmes en 2008, qui était un texte de Leibowitz, justement, sur la notion du judéo-christianisme. Alors, Leibowitz va quand même très loin, puisqu'il dit, en parlant du christianisme, d'ailleurs que c'est impossible de parler d'un héritage commun judéo-chrétien, puisque je le cite, je cite le passage que vous citez. Le judéo-christianisme est non seulement un mythe pour Leibowitz, mais il est synonyme de dénaturation profonde du judaïsme, une compromission grave avec la religion chrétienne qu'il définit, alors ouvrez les guillemets, comme le produit du monde grec au stade terminal de sa dégénérescence dans l'hellénisme oriental et du syncrétisme polythéiste. Ça y va très fort, et il va jusqu'à dire que le christianisme serait une invention du monde idolâtre afin de contenir l'expansion du judaïsme. Alors comment on voit qu'il y a un vrai problème d'inculture, si je peux encore employer le mot culture, à l'endroit de ceux en France qui promeut le discours de Netanyahou via ce judéo-christianisme. Ça va très loin, hein. Il faut savoir qu'au sein des services secrets français, je parle de la DGSI, ils ont créé une cellule qui s'appelle Allat, le nom d'une déesse pré-islamique, qui va de ce sens, c'est qu'aujourd'hui organise via des djihadistes terroristes avec qui ils sont en lien, des attentats en France. J'en sais quelque chose puisque je leur ai proposé l'éventualité d'arrêter certains de leurs membres
qui était susceptible de faire commettre un attentat à la gare Saint-Lazare. Vous voyez, comme quoi on est en pleine actualité et ça se passe en France. Et alors là, quand on lit ce passage, on se dit, mais attendez, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre de l'irréconciliable. Ça va très très loin dans ce que vous écrivez et ce que vous rapportez. Ça va tellement loin dans ce cadre-là que vous tirez le fil et on arrive aux notions d'impérialisme et de colonialisme occidental. Alors chez vous, c'est pas du tout quelque chose... vous n'inscrivez pas dans les théories d'Edward Said, mais vous vous appuyez sur un mystique qui est fascinant, qui n'est autre que René Guénon. Et d'ailleurs, vous allez démonter la théorie tenue par le géopolitique russe Alexandre Douguin. Et je trouve ça assez fascinant, parce que là, pour le coup... Et puis, hop, d'un seul coup, vous nous amenez sur le fait des réalités cruelles, comme la participation d'Israël à l'édition de l'Eurovision. Voilà, donc parce que ce sont les valeurs occidentales dont on nous rabâche les oreilles à longueur de temps. Donc quand Netanyahou parle des valeurs occidentales, il faut savoir de quoi on parle exactement. Il y a une connivence de toute façon entre ce qui est en train de se passer maintenant à Gaza et l'histoire de l'Occident qui est faite. Bon, quand je dis Occident, on parle surtout des États-Unis parce que c'est eux qui ont développé un peu ce modèle occidental qui est hégémonique. Et en fait, c'est une succession de génocides. C'est un écrivain américain dont j'ai oublié le nom, qui a dit que, je crois que c'est Faulkner, il faudrait vérifier. William Faulkner, prix Nobel de littérature, a dit que les États-Unis sont basés sur 2 génocides, celui des Indiens et celui des Afro-Américains. C'est très puissant de dire ça quand on est américain, qui plus est prix Nobel. Donc, en fait, il y a une continuité, c'est un peu le fil rouge que l'on retrouve maintenant en Israël, et c'est tout à fait normal parce qu'Israël est... Bon, Macron, il y a eu un grand tollé. Macron a dit en substance qu'Israël est une création de l'Occident. Il avait raison quand même, d'une certaine manière, parce que, en effet, sans la déclaration de l'ONU en 1948, Israël n'aurait pas existé. Et donc, d'une certaine manière, oui. Et non seulement ça, mais en plus, les valeurs maintenant qui sont en train d'être promues en Israël sont des valeurs purement occidentales, donc qui s'éloignent vraiment de la religion juive. Et il y a de toute façon toujours des frictions entre les autorités religieuses, par exemple, et le lobby LGBT en Israël. Il y a des gens qui veulent vraiment la peau des rabbins, qui veulent la peau des gens qui participent dans les guerres, parce que pour eux, c'est intolérable. Pourtant, on les laisse faire parce qu'il faut montrer qu'on est aux avant-postes, comme le dit Netanyahou, des valeurs occidentales. Donc, participation à l'Eurovision, etc., etc. Pourtant, au fond, il n'y a rien à envier entre le traitement d'un homosexuel dans une société juive traditionnelle, on va dire, et une société musulmane. Pourtant, Netanyahou va dire, oui, mais nous, on laisse faire la guéprade, eux, à Gaza, ils ne pourront pas le faire. Oui, mais si tu as appliqué ta religion, ils ne pourront pas le faire non plus. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit l'ancien grand rabbin de France, qui est décédé maintenant... qui était à la synagogue de Neuilly, Citruc, le grand rabbin Citruc, lorsqu'il avait été interrogé par Ardisson comment il percevait, il estimait l'homosexualité, il avait dit mot pour mot, bon, il n'a pas été poursuivi, il a parlé d'aberration. D'abomination, le terme revient, il a dit c'est une abomination. Ce qui peut être taxé d'homophobe. Complètement. Voilà. Bon, il n'a pas été poursuivi, ça restait le grand rabbin de France quand même. Mais, et puis Emmanuel Macron, c'est vrai qu'ils vont vite lui rappeler qu'il y a une histoire vraie et puis une histoire écrite, c'est celle du dominant et du vainqueur. Et c'est pour ça que très vite, il va faire laisser transpirer que pour parler des Arabes et des Noirs, enfin des Français qui ont un nom à consonance arabe ou africaine, il va parler de Bougnoul, de Crouille, de Rabzouz et de Mamadou. Je tiens à rappeler à nos auditeurs que quand on connaît un peu les mœurs du personnage, il a souvent eu dans le rétroviseur un Rabzouz ou un Mamadou. Voilà, à bon entendeur. Il y a des photos. Mais alors, vous parlez à un moment de l'État golem.
j'ai beaucoup aimé la manière dont vous y arrivez, et puis vous appuyez beaucoup sur le livre de La défaite et l'Occident de Emmanuel Todd, qui montre comment la Deuxième Guerre d'Irak, justement, était une sorte de marqueur de la fin de la culture protestante pour les États-Unis, et l'apparition d'un État d'expansion illimité. J'aurais bien aimé que vous développiez ça, parce que vous faites le lien avec la guerre de Gaza et l'État-nation juif, parce qu'ils vont inventer, Netanyahou va faire passer cette loi où en fin de compte, va être attaché cette formulation. Oui, Emmanuel Todd, dans son livre, parle de protestantisme zombie. Donc c'est la tradition protestante qui va dégénérer après la guerre d'Irak. Et en fait, moi j'aurais aimé qu'il fasse le lien lui-même avec la guerre à Gaza. J'admire beaucoup le travail d'Emmanuel Todd, c'est quelqu'un de brillant. Très bon, Ali Benziane, vous êtes un mec, un garçon extrêmement doué, brillant, parce que ça, on en parle parfois avec des amis, ça ressort jamais. Et là, effectivement, en vous lisant, je me suis dit quand même, Emmanuel Todd, il se met des lignes rouges. Quoi. Exactement. Il n'y a pas d'autre explication. Parce que c'est tellement flagrant. Donc moi, je reprends son travail en créant le concept d'État golem, qui est en fait cet État israélien qui s'est approprié la religion juive en créant une espèce de golem. Vous savez, le golem, dans la tradition juive, c'est une légende. C'est ce rabbin qui était à Prague, qui a créé une créature qui d'ailleurs a donné le mythe de Frankenstein, a donné le roman Frankenstein. Le rabbin Loh a créé une créature qui était censée défendre les juifs victimes de pogroms dans les pays de l'Est. Donc c'est une créature basée sur la Kabbale. Donc il pouvait donner vie à travers une formule kabbalistique quand il en avait besoin. Le problème, c'est que cette créature s'est retournée non seulement contre le rabbin, contre les juifs, contre tout le monde. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. L'État d'Israël est en train de se retourner contre tout le monde. On le voit comment... Il y a des collabos, c'est comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des collabos qui s'assoient sur le droit international pour cautionner la politique exterminatrice de l'État d'Israël. C'est le cas récemment du président hongrois, qui est sorti de la Cour pénale internationale uniquement pour recevoir Netanyahou. Et d'autres pays feront pareil. Et donc les États-Unis l'ont fait. Les États-Unis l'ont fait, c'est les premiers. Et en fait, c'est pour moi la France a permis à son avion de traverser l'espace aérien français pour se rendre aux États-Unis. Voilà. Mais pour moi, ça, c'est un signe très important. Au-delà de ce qui se passe à Gaza, on est passé à autre chose. Là, pour le moment, on ne voit pas ce qui est en train de se dessiner, mais on a eu le droit international qui date d'après 1945, et maintenant, avec la guerre à Gaza en 2023, on est passé à autre chose. Il y a quelque chose post-droit international qui est en train de se dessiner, on ne sait pas encore quoi. Et donc, c'est ça, pour moi, c'est le signe révélateur. Ces décisions-là montrent qu'on est passé vraiment à un niveau au-dessus et on ne sait pas vers quoi on se dirige. Et d'ailleurs, vous faites le lien avec ce qui était écrit sur les ceinturons la devise sur les ceinturons des nazis, qui était Gott mit uns, avec la devise inspirée de l'Emmanuel, de la prophétie d'Isaïe, donc l'autre, auquel croit Netanyahou. Dieu est avec nous, ça veut dire. Et Netanyahou le rappelle constamment. Dieu est avec nous, on est en train d'accomplir les prophéties. Il y a Isaïe, mais aussi la prophétie d'Amalek. Amalek, c'est ce peuple qui a été frappé d'anathème, qui devait être exterminé. Et donc, pour lui, le nouvel Amalek, ce sont les Palestiniens. Et donc, on doit les exterminer. Vous savez, ce qui se passe maintenant, après octobre 2023, n'a jamais eu lieu avant dans les guerres contre les Palestiniens. Il y avait toujours un objectif avant, que ce soit la libération de soldats emprisonnés. Voilà. Là maintenant, on sait très bien que l'appareil d'État israélien, en tout cas Netanyahou, s'en fiche complètement des otages, d'où les défections, les démissions, etc. successives. Mais non seulement ça, mais en plus, l'objectif d'éradiquer le Hamas, on voit très bien que c'est infaisable. Et donc, c'est pas un objectif tenable non plus. Or, l'objectif qu'on ne dit pas, qui n'est pas avoué, c'est l'extermination des Palestiniens. Et donc ça n'a jamais arrivé dans le conflit israélo-palestinien, jamais. C'est ça qui m'a plu en lisant votre ouvrage, et je voulais absolument vous inviter, parce que vous l'expliquez de manière remarquable. Et c'est fou, parce que moi j'avais des retours de la part d'amis palestiniens et d'amis israéliens, qui me disaient
Morad, ça prend des proportions tellement délirantes. Il est extrêmement minoritaire sur le pays. Il tient à rien, hein, c'est des coalitions de briques et de brocs qui le font tenir. Et contrairement à ce qu'on dit en France, où effectivement il y a quelques Français qui font leur allié en Israël, ce qu'on ne rappelle pas, c'est le nombre incroyable d'Israéliens qui ont quitté Israël dans l'autre sens, hein, qui vont beaucoup aux États-Unis ou en Australie, pour certains en Amérique latine, en l'occurrence l'Argentine, parce qu'ils se rendent compte, et ils le disent publiquement, que ça risque d'être la fin d'Israël, en raison de cette politique menée suprématisme racial et de nihilisme qui consiste effectivement, et on y vient, en lisant votre livre, voilà, ça se pose, quoi. On voit que c'est un génocide, que c'est une programmation, il y a une déshumanisation totale de ces femmes, de ces enfants. Et on voit que parmi les victimes, il y a 70% de femmes et d'enfants. Et après, on entend en France des artistes ratés, juifs, français juifs, qui vont nous dire que les Palestiniens se créent leur propre Shoah. Enfin, on est en plein délire. Mais bon, l'histoire nous rappellera où nous sommes situés à ce moment-là. Vous vous rappelez d'ailleurs en préface une phrase, dans tout début de votre livre, il y a une citation que je vais citer, qui est d'un grand penseur italien, qui est toujours vivant, Giorgio Agamben. Le silence de Gaza, 30 octobre 2023. Donc, cette phrase, elle est incroyable. Il dit: récemment, les scientifiques de l'école des sciences végétales de l'université de Tel Aviv ont annoncé avoir enregistré avec des microphones à ultrasons sensibles les cris de douleur que les plantes émettent lorsqu'elles sont coupées ou lorsqu'elles manquent d'eau. Et il rajoute: il n'y a pas de micro à Gaza. Une de mes principales motivations dans l'écriture de ce livre, c'est de donner une voix aux sans-voix. Or, maintenant, ce qu'on est en train de vivre est pire que ce qui s'est passé juste après le 7 octobre. C'est-à-dire, après le cessez-le-feu, les Palestiniens sont en train de mourir en masse dans l'indifférence générale. Ce qui n'était pas le cas après le 7 octobre. Tous les projecteurs étaient braqués. Si ce n'était pas sur Gaza, c'était en tout cas sur ce qui est... Il y avait des rapports des Nations Unies. Il y avait des rapports qui tombaient chaque semaine. Quelques journalistes à travers le monde se sont portés solidaires de tous ces journalistes assassinés. Maintenant, on n'en parle plus. C'est pire qu'avant. C'est-à-dire, il y a autant de morts, il y a autant de destruction d'enfants tués, etc. On n'en parle pas. Parce que le plus grand danger pour les Palestiniens, c'est l'invisibilisation, l'oubli. Et mon but, c'est de ne pas oublier que les Palestiniens existent. Parce que quand je parle d'extermination, c'est bien sûr une extermination physique, mais comme l'a rappelé Deleuze, il y a aussi une extermination qui est théorique. C'est-à-dire, si on ne parle plus des Palestiniens, ils n'existent plus, tout simplement, à notre ère qui est totalement médiatique. Et puis une destruction aussi historique. C'est-à-dire qu'ils ont quand même en premier lieu détruit des églises, détruit des mosquées, qui étaient là depuis de nombreuses années, pour laisser plus aucune trace de la présence chrétienne et de la présence musulmane. Il faut détruire toute trace de civilisation. On oublie ça en France, hein, ce que certains, il y a deux camps, soi-disant, même si moi je ne crois ni à la droite ni à la gauche, mais le fait qu'il y ait un système mondialiste, une globalisation qui est en réalité du soviétisme privatisé, je ne le dirai jamais assez, mais il y a ce qu'on appelle les islamo-gauchistes, et de l'autre côté les droitards israélisés, dont certains se disent fervents chrétiens, on ne les entend pas, M. Philippe de Villiers en tête, lorsqu'il est question d'une destruction d'une église ou de la mort de chrétiens dans leur église. Donc c'est quand même, c'est le deux poids mesure, on va pas revenir là-dessus, mais j'aurais bien voulu que vous développiez cette notion justement de... Parce qu'il y a tout sur l'algorithme, la guerre algorithmique, parce que en vous lisant, on découvre qu'en réalité, il y a un... Alors c'est marrant, hein, parce qu'à vous lire, c'est toujours un rabbin qui enclenche la notion théorique de l'application de tout ça. Alors là, en l'occurrence, c'est le rabbin Menden Adelman, qui dit que pour la reconstruction du troisième temple, la vérité est que la technologie est une création de Dieu. Alors voilà, donc voilà, tout ça c'est là pour permettre la... C'est assez impressionnant d'ailleurs, parce qu'à vous lire, vraiment je vous invite à lire ce livre. Et là, l'unité Emed Kimel, chargée de sonder les sous-sols du Negev, trouver des gisements d'uranium et tout ça,
Il y a à voir l'innovation technique qui caractérise ce que vous appelez l'entité sioniste dans la Silicon Wadi. Alors, c'est la Silicon Valley israélienne. Est-ce que vous pouvez en parler de ce qui est en train de se passer dans ce coin ? La Silicon Valley israélienne est très particulière parce que la plupart d'abord des startups, la plupart des patrons de ces startups ont servi dans l'armée, dans Tsahal, dans l'armée israélienne. Non seulement ça, mais il y en a qui ont également servi dans une unité très spéciale qui est entièrement dédiée à l'innovation technologique. L'unité 81. Oui, l'unité 80 au sein de Tsahal. Et quand ils sont sortis, en tant que maintenant ils sont réservistes, ils ne sont jamais vraiment sortis en fait de l'armée et ils travaillent toujours pour des technologies militaires. Donc le business militaro-industriel en Israël est très florissant. Hein. Et ils exportent beaucoup. Voilà. Les Américains leur achètent pratiquement toutes leurs technologies de pointe. Voilà, c'est ça coûte de milliards. Hein. Voilà, ça coûte milliards. Et une des innovations qui a été appliquée après le 7 octobre, c'est ce que j'appelle la guerre algorithmique. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est... peut-être on atteint une des formes de barbarie les plus sophistiquées, oui, parce qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire. C'est tout simplement l'algorithme qui va décider où tel missile doit frapper, dans quel endroit, à quel lieu, en évaluant les dégâts collatéraux, c'est-à-dire le nombre de morts, en ne faisant aucune distinction entre les civils, c'est-à-dire entre femmes, enfants, ou aux membres du Hamas, il n'y a aucun problème. Tant qu'on identifie un ennemi, ce qui n'est pas fiable à 100% d'ailleurs, eh ben en fait, c'est l'algorithme qui va donner l'ordre, donc l'intelligence artificielle, qui va donner l'ordre de frapper. Et derrière, le militaire n'aura qu'un seul rôle, c'est d'appuyer sur le bouton. Voilà, c'est tout. Oui, mais c'est fascinant parce qu'il y a une sorte il y a vous rappelez qu'il y a un penseur, un philosophe chinois qui est Yuk Hui, qui va parler de cosmotechnique par rapport à tout ça. Et ce qui est fascinant, c'est que jusqu'à maintenant, on voit par rapport à la guerre en Ukraine, histoire de drones un peu partout, c'est ce qui s'est passé en Libye. Mais là, c'est vrai que en lisant votre livre, j'ai appris, et merci à vous, et merci de nous éveiller, que effectivement, là, on est arrivé à une forme de... c'est une forme de barbarie technique, mais je ne sais pas si le mot barbarie colle vraiment, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la terminologie cosmotechnique de ce philosophe chinois. Vous continuez dans ce livre, parce qu'à un moment, vous parlez des accords, la déclaration des accords d'Abraham sous l'égide de Trump en 2020. Est-ce que vous pouvez... et on voit que tous ceux qui ont eu à signer ces accords ont bénéficié de cette technologie de pointe. Vous le rappelez très bien dans votre livre. Israël utilise beaucoup sa technologie comme un argument, un argument politique. Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec les accords d'Abraham, c'est-à-dire les pays qui les ont signés ont bénéficié de la technologie israélienne, qui est une technologie de pointe au niveau des satellites, au niveau de la défense, etc. Et d'espionnage. Et d'espionnage aussi. Bon, l'espionnage, voilà, il y a eu beaucoup de scandales. Une autre unité, c'est une autre unité. L'unité 8200. Voilà. En théorie, ça ne fait pas autant de morts. D'où est issu le président israélien. Oui, bien sûr, mais donc voilà, et ce qui est particulier en Europe, là on ne parle pas des accords d'Abraham, mais par exemple les pays européens qui sont fascinés par cette technologie sont des pays qui ne sont pas vraiment des modèles de démocratie. Hein. Donc la Hongrie, etc. C'est des pays, il y a une connivence entre l'appareil d'État israélien et des pays qui ont eu une histoire un peu... voilà. Donc, et ils sont très bien implantés, ce que beaucoup de gens oublient, en l'occurrence autour du président Modi en Inde. Et l'Inde, par exemple, c'est un exemple. Le Premier ministre indien, Modi, dont la moitié de son bureau politique est composé d'agents du Mossad. Voilà, donc c'est vrai qu'il est très proche d'Israël, effectivement. Pas très proche, il est tenu. Aujourd'hui, il est plus proche. Mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est que, vous rappelez l'option Samson, qu'Israël n'a jamais reconnu avoir des armes nucléaires. Alors, c'est quand même assez surprenant qu'ils puissent dire que d'autres n'aient pas le droit. Et on ne rappellera pas l'épisode avec la France qui a valu une brouille à l'époque de De Gaulle. Et là, je voudrais qu'on arrive à cette forme d'état des lieux, parce que
vous rappelez cette phrase « J'aurais aimé me réveiller un jour et découvrir Gaza noyé sous les eaux ». Ça, c'est Yitzhak Rabin qui l'a dit. Vous évoquez un camp à ciel ouvert par rapport à l'actualité. Et ça, j'avoue que j'invite nos auditeurs c'est le chapitre 5, si mes souvenirs sont bons. Mais vous faites référence à un moment à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Norman Finkelstein, Gaza, an inquest into its martyrdom. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous avez des grands penseurs juifs américains qui ne sont d'ailleurs jamais invités sur les plateaux de Télé France, en France et en Europe, par le sous-préfet d'Israël, Emmanuel Macron, en l'occurrence, et sa bande. Il y a chez vous un moment, vous dites, bon, il se passe ce qui se passe, et à un moment, vous nous sortez dans votre livre un terme bien spécifique qui va concerner à entretenir l'hyperviolence, qui est le terme d'Asbara. Est-ce que vous pouvez en parler de toute cette propagande autour de cette terminologie, justement, qui signifie explication en hébreu? Oui, l'Asbara a été mise en place à la fin du 19e siècle. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une entreprise pour rallier les juifs orthodoxes à l'entreprise sioniste. Ça, c'est le point de départ de l'Asbara. Ça a été créé par un journaliste juif polonais qui s'appelle Nahum Sokolov et qui était le compagnon de route de Theodor Herzl. C'est grâce à lui que Herzl est devenu un mythe. C'est-à-dire qu'il a créé le mausolée d'Herzl, et donc Herzl, fondateur du peuple juif, c'est lui, c'est Sokolov. Et puis ensuite, il s'est rallié aux idées de Vladimir Jabotinsky, qui est le fondateur du sionisme révisionniste, et le père de Netanyahou, Ben-Zion Netanyahou, était le secrétaire particulier de Vladimir Jabotinsky. Donc l'héritier idéologique de Jabotinsky, c'est Netanyahou. Et donc, Sokolov a continué sa propagande, mais d'une autre manière. Il est allé en Grande-Bretagne et, selon ses propres dires, il a décidé de fonder un empire de presse pour abreuver l'Occident de la propagande sioniste. Et donc, c'est ça l'Asbara. Et après, c'est devenu, donc, après la création de l'État d'Israël, l'Asbara est devenu un organe interne au gouvernement israélien. C'est-à-dire, il me semble que même Shimon Peres s'en était occupé à un certain moment. Oui, vous en parlez. Ce bureau. Donc, lorsqu'on voit les dégâts que fait cette propagande, on comprend que c'est quelque chose qui a été élaboré sur le long terme. Vraiment, il y a des techniques qui sont enseignées d'ailleurs. Il y a des groupes israéliens qui vont dans les campus universitaires aux États-Unis pour enseigner. Il y a des échanges comme ça entre étudiants. Lorsque les étudiants américains parlent d'Israël, on leur enseigne comment ils doivent parler d'Israël d'une certaine manière et comment détecter les antisémites dans le campus. Donc c'est tout un travail comme ça qui est fait un peu de manière souterraine, insidieux, et qui va créer des générations comme ça qui vont être toujours du côté quoi qu'il arrive, parce que c'est ça le but de l'Asbara, comme l'a rappelé Noam Chomsky, c'est celui qui a le mieux défini la propagande, c'est Israël n'a jamais tort. Il faut toujours être de son côté. Et pour cela, il y a des techniques sémantiques, des techniques... D'ailleurs, en France, aujourd'hui, dans nos tribunaux où exerce une grande majorité de magistrats racistes, vous êtes automatiquement poursuivi pour apologie du terrorisme si vous avez le malheur de dire panquepi, même sur les exactions actuelles, criminelles menées par Netanyahou, qui vont jusqu'à déshumaniser les Palestiniens en disant qu'il ne faudrait même pas leur donner de l'eau parce que ce n'est même pas des animaux. Bon. Oui, non, ben ils ont détruit. Maintenant, à Gaza, il n'y a plus à manger, il n'y a plus d'eau. Ils ont détruit les citernes d'eau. Vous imaginez ce que c'est comme abomination. Je veux dire, quand on parle de camps de concentration, c'est peut-être même un euphémisme, parce qu'au moins ils avaient à manger. Hein, moi, j'ai des amis israéliens qui parlent de camps de concentration. Concernant, il y a eu des images qui ont été retranscrites où on voit où ils sont. Certains otages palestiniens, on les montre rarement à la télé française. Lorsqu'ils sont libérés, ce sont des cadavres, ils sont cadavériques, et on revoit des photos de gens qui, si on avait mis une tenue rayée, ressembleraient à des survivants des camps de la mort. Et ça, c'est quand même incroyable. Et moi qui ai toujours et qui continuera toujours à combattre
le négationnisme à l'endroit de ce qu'ont vécu des amis juifs que j'ai connus, avec un numéro gravé sur le bras. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, pour les rares survivants, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, qui sont encore les témoins de cette horreur, de l'indicible nazi, aujourd'hui sont viscéralement contre Netanyahou et sa politique. Et ça, en France, on s'interdit de le montrer. D'ailleurs, quand vous évoquez toute cette propagande Hasbara, vous vous rappelez que le bouquin Propaganda d'Edouard Bernays, c'est vraiment petit à côté, tellement c'est très bien. Et d'ailleurs, ça va tellement loin et c'est tellement si bien pratiqué de manière pernicieuse, parce qu'effectivement, ils sont peu nombreux, qu'ils arrivent aussi à faire en sorte, à s'acheter des gens d'origine maghrébine ou arabe pour devenir des gens qui vont aller taxer de sionisme, de créer l'esprit de la division contre des gens, même comme moi. Ça m'est arrivé à l'endroit d'un agent, aujourd'hui un agent de la DGSI, dénommé Shamamza Dipanamza, dont le travail était démonté remarquablement bien par Youssef Indy et Rachid Achachi, à travers un documentaire qui est libre d'accès sur YouTube, qui s'appelle Panamza Gate, où on voit qu'il a été traité par la CIA lorsqu'il était chez Ouma.com. Et depuis maintenant un certain nombre d'années, toute personne qui est susceptible de faire un travail de fond, il fait des photomontages ou n'importe quoi pour dire qu'ils sont sionistes. Il est même allé taxer le professeur Raoult, parce qu'il était marié avec une femme qui aurait des origines juives, de sionistes. C'est pour vous dire le caractère de la propagande. Et quand il s'est présenté à une élection, dernièrement, il a eu 6 voix. 6 voix. Moi, personnellement, je serais lui, je me cacherais. Mais bon, apparemment, la DGSI aime à traiter ce genre de personnes. Donc j'espère que vous ne ferez pas partie de ces gens qu'ils tassent du matin au soir de sionistes. Et je tiens à le rappeler à nos auditeurs, c'est pas pour rien qu'il existe. Ça fait maintenant 10 ans qu'il met un point d'honneur à servir ses maîtres via ces unités que vous décrivez si bien, pour dire que toute personne qui a un nom en consonance est un sioniste. En réalité, c'est lui, il devrait lire ce livre et comprendre qu'il y a plusieurs formes de sionisme. Bon, on ne va pas s'étaler sur cette ignoble personne. Il y a quelque chose qui est fascinant pour la suite de votre bouquin, c'est que vous avez parlé de Goebbels, comme le ministre de la propagande du Troisième Reich, qui était un fervent admirateur de Bernays. Et vous parlez à un moment donné de quelque chose qui va se passer à Tel Aviv. Est-ce que vous pouvez en faire état à nos auditeurs ? C'est quoi exactement ? Quand vous dites Goebbels à Tel Aviv. Ah oui, c'est le paragraphe Goebbels à Tel Aviv. En fait, bon... je parlais de Bernays et de sa théorie de la propagande, dont les éléments... D'ailleurs, Bernays, c'est le neveu de Freud. Il y a toute une histoire comme ça. Et donc, ce sont des choses qui ont été appliquées à la lettre par l'appareil d'État sioniste. Et ça a donné des choses que... voilà, donc on va le parallèle est très rapide. Quand je dis Goebbels à Tel Aviv, c'est provocateur. Bon, c'est inspiré d'un titre d'un livre d'Hannah Arendt. Merci. Voilà. Vous veniez par voilà. Donc ça vient de là. Hannah Arendt, qui a dénoncé tous les mécanismes de totalitarisme. Bien sûr. C'est l'une des plus grandes penseurs à ce niveau-là. Et on oublie tout le temps qu'elle a été à un moment pourchassée par des propagandistes fanatiques israéliens suite au procès d'Eichmann. Oui, voilà. Ces articles qu'elle a fait aux D'où le livre Eichmann à Jérusalem. Et en fait, pourquoi ça a supplanté vraiment Bernays et tout ça ? Parce que ça va donner en fait, tous les moyens sont permis. Tous les coups sont permis pour cautionner, légitimer ce que fait l'appareil d'État israélien. Un des exemples les plus criants, c'est la fameuse fake news des bébés décapités. Tout le monde sait maintenant, tout le monde. Ça a été reconnu par l'État israélien lui-même. C'est une fake news. Il n'y a pas eu de bébé décapité le 7 octobre. Les fameux 40 bébés. 40, oui, avec le chiffre 40, qui d'ailleurs est tout symbolique. Ils sont très portés là-dessus, même s'ils ne sont pas religieux. Ils sont très portés là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, maintenant c'est acté. Ça a été révélé. Il y a Réussir Image qui a fait un très bon travail. Et les premiers à l'avoir dénoncé, je le rappelle, c'est la presse israélienne.
C'est Haaretz, je crois. C'est Haaretz. Tout à fait. Bah oui, qui font un travail formidable. Et en fait... et ça a été repris par Ediot Aronote. Et puis après, ça a repris toute la presse, New York Times, tout le monde a repris ça. Sauf la presse française. Excepté Libération, dont d'ailleurs le patron est un ancien de l'unité 8200, et c'est tout à son honneur d'avoir fait état de la vérité. Ouais. Et quand on voit toute la propagande qui est basée sur cette fake news, donc il y a eu on voyait des images sur les réseaux sociaux avec des slogans, ouais, les bébés décapités, tout ça, alors que c'était totalement faux. Par contre, là, en ce moment, il y a des bébés décapités à Gaza. On voit des vidéos de pères de famille qui portent leur enfant sans tête. On n'en parle pas. Ça, c'est pas une fake news, ça. Et puis, il y a des gens qui sont violés. Dans les prisons, notamment ce qu'on a appelé le Guantanamo israélien, qui est pire que Guantanamo, c'est un autre niveau. Là, ils sont dans quelque chose qui est horrible. Non seulement ça, mais il y a une frange la plus extrémiste qui a soutenu ces gens. Ils ont eu un débat à l'Assemblée, à la Knesset, à l'Assemblée israélienne, pour légitimer les viols. Oui. C'est impressionnant. Voilà. Donc on est à un autre niveau là. C'est-à-dire quand on parlait de Leibovitz tout à l'heure qui fustigeait la légitimation de la torture, mais là qu'est-ce qu'il aurait dit sur ça, la légitimation du viol. Donc il y a une frange qui est dans l'appareil d'État israélien qui est prêt à tout, Et le rôle de certains médias occidentaux, c'est de cautionner quoi qu'il arrive, de légitimer quoi qu'il arrive, tout ça, de cacher tout ça derrière quelque chose d'assez lisse, avec l'essentialisation, la binarité, voilà. Et quand il y a des choses, par exemple, on a beaucoup parlé des contestations contre le Hamas à Gaza. Il y a eu des manifestations contre le Hamas. Alors là, tout le monde a jubilé sur le plateau de télévision. On a vu des gens ah ouais, non mais c'est génial, ils vont rejoindre notre camp. En fait, c'est soit une ignorance crasse, une bêtise incroyable, soit ils sont vraiment dans l'organe de propagande. Mais je pense plutôt pour la première. Beaucoup de journalistes n'ont aucune culture, etc. Et ils violent en permanence la charte de Munich. Bon, ils sont assis dessus tellement de fois, ça ressemble à un paillasson, le truc, c'est fini. C'est important de le rappeler, parce que ça se dit journaliste, je ne sais pas ce qu'il leur reste de journalistes. Vous rappelez, alors c'est vrai que j'ai oublié de rappeler à nos auditeurs que vous aviez écrit un remarquable essai, d'ailleurs un de vos premiers essais, qui s'appelait « L'épreuve de vérité que nous révèle l'après-Covid ». Vous appeliez un retour à une spiritualité authentique fondée sur des principes transcendants. C'est vrai, il faut reconnaître qu'ils font largement défaut aujourd'hui. Mais déjà dans ce livre, vous employez la terminologie d'homo sacer. Et ça ressort là dans votre livre. C'est un concept qui a été développé par le philosophe qu'on a cité tout à l'heure, Sergio Agamben. C'est un terme issu du droit romain. Est-ce que vous pouvez l'expliciter ? Oui, homo sacer, c'est un terme romain. Littéralement, ça veut dire homme sacré. Mais en fait, c'est un homme dont on peut attenter à la vie sans problème, sans qu'il fasse l'objet d'un sacrifice. Donc, il sort un peu de tout ce qui est rituel, et donc on peut le tuer sans être puni. Et l'équivalent, en fait, c'est pas vraiment l'équivalent, mais en fait, je fais une analogie avec ce qu'on a dit tout à l'heure, la fameuse fatwa. C'est le din rodef, la loi du poursuivant, qui stipule dans la loi juive, on peut tuer un juif. On peut tuer une personne qui va porter atteinte à la vie d'un juif, même si cette personne est juive. C'est-à-dire on l'a fait sortir de la loi juive, donc on enfreint le premier commandement, tu ne tueras point, pour tuer cette personne parce qu'elle va attenter à la vie des juifs. Et Yitzhak Rabin, après la signature des accords d'Oslo en 1993, a été déclaré din rodef par des rabbins extrémistes parce que, selon eux, ils voulaient la ruine de l'État d'Israël, donc son sang était licite. Et il a été assassiné 2 ans après les accords d'Oslo, en 1995. Oui, très vite. Par un fanatique qui a fait qu'appliquer cette fatwa émise par des rabbins. Vous parlez aussi de la parodie tragique de l'État islamique, composée majoritairement de mercenaires financés par les services secrets américains et même israéliens, puisque les soldats, entre guillemets soldats, les mercenaires de Daesh étaient soignés dans les hôpitaux israéliens c'est pour ça que peut-être que Laurent Fabius disait à l'époque qu'El Nosra fait du bon boulot, quoi. Donc l'État français n'était pas dupe, et c'est peut-être aussi pour ça que lorsque les services secrets syriens ont voulu donner aux services secrets français sans engagement la liste des djihadistes
et français qui allaient en Syrie, et syriens qui étaient arrivés sur le sol français via l'Allemagne, Manuel Valls et François Hollande ont refusé, alors que Bernard Cazeneuve était pour. C'est tout à son honneur et c'est important de le rappeler. Ce qui en dit long d'ailleurs et sur l'aveuglement aujourd'hui qu'ont les Français sur la réalité de ce qui se passe. Mais franchement, je vous invite vraiment à lire ce livre qui est, vous le voyez, passionnant, un auteur brillant. Je passe sur tout un chapitre qui est sur la violence divine, le temps suspendu. On retrouve les mêmes thématiques messianiques, en l'occurrence le messianisme paulinien, qui est en même temps l'abolition et la réalisation du comme si, voilà. C'est fascinant. Et puis encore merci à votre éditeur de vraiment là, il a dû se faire plaisir bien avant moi à la lecture de votre ouvrage. Je voudrais qu'on aborde deux thèmes. Donc il y a le rêve messianique avec l'histoire de la 10e vache. Ça, j'aurais bien que vous en parliez aux auditeurs. Et puis on abordera après toute cette machine mythologique sur la pureté. Alors, très dangereux la notion de pureté, hein. Pour le coup, c'est souvent renvoyé à des sectes ou à des mouvements particuliers. Mais là, vous avez... Alors, cette histoire de 10e vache, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Elle est issue d'une prophétie biblique qui est dans le livre des Nombres. Et en fait, elle est liée au messianisme. Dans les temps messianiques, dans l'avènement des temps messianiques, le Messie devra se manifester après le sacrifice d'une vache rousse. Il y en a eu 9 qui ont été sacrifiées dans l'histoire de la religion juive, et la 10e sera sacrifiée à la fin des temps. Et il y a des gens, des extrémistes, des sionistes messianiques, mais aussi des sionistes évangélistes aux États-Unis, qui sont persuadés que la fin des temps est arrivée et qu'il faut donc appliquer ce sacrifice-là pour l'avènement du Messie. Il y a des variantes, c'est soit le sacrifice qui va faire apparaître le Messie, soit le Messie lui-même qui va faire le sacrifice, c'est plutôt la variante de Maïmonide. Et en fait, ces gens doivent absolument accomplir ce sacrifice qui va donc... après, il y a l'Armageddon, il y a la guerre de Gog et Magog, et donc après, il y a l'avènement du Messie. Donc le projet, donc on peut sourire de ça. C'est vrai que ça fait rire, c'est un délire. Parce que, en plus, toujours avec la technique, il crée un crowdfunding en mais 2015. C'est l'Institut du Temple, ça s'appelle à Jérusalem, qui est d'ailleurs, son fondateur est un ancien soldat de Tsahal pendant la guerre des 6 jours. Et il y a tout un délire derrière. Et puis après, il a décidé de se consacrer à la reconstruction du 3e temple. Et cette reconstruction du 3e temple est conditionnée par le sacrifice de la vache rousse. Et le crowdfunding en question, c'était pour financer des expériences génétiques sur des vaches aux États-Unis, dans une ferme au Texas. Et ces vaches-là vont être modifiées génétiquement pour avoir la couleur qui correspond à la prophétie biblique. Parce qu'on l'appelle vache rousse, mais c'est une couleur très particulière. Il ne faut pas qu'il y ait un poil qui ne soit pas roux. Il y a une couleur très très particulière qui ne peut être obtenue finalement qu'avec des vaches génétiquement modifiées. Il se trouve qu'ils ont réussi à créer ces vaches-là. Et non seulement ça, dans cette ferme du Texas, mais en plus ces vaches ont été exportées en Palestine occupée par avion. Donc il y a toute une histoire et même un documentaire à voir par curiosité. Donc moi, ils ont été transportés par avion, donc des grosses vaches, je ne sais pas, 4 ou 5 ou même je sais pas, une dizaine. Et ils sont arrivés dans une ferme en Judée-Samarie, je crois, en Cisjordanie. Et donc ils sont prêts, tout est prêt. Pour le sacrifice de cette vache. C'est vrai que c'est marrant. Ça prête à sourire, mais c'est très sérieux en même temps. Pourquoi ? Parce que le Hamas, deux dignitaires du Hamas, bravo, allez-y. Deux dignitaires du Hamas ont cité la prophétie de la vache rousse comme une des raisons du 17 octobre 2023. Et donc ça commence à... J'ai découvert grâce à vous. Et ça commence à être très très sérieux là. On rigole plus. Le mythe détestable des vaches rousses que dira effectivement Khaled Meshal, qui était un dirigeant du Hamas. Qui est au Qatar. Qui était au Qatar. C'est fou parce que là, c'est vrai qu'on... D'un seul coup, la technologie sert à créer un événement biblique. Alors du coup, c'est pas, entre guillemets, la toute-puissance divine qui va agir, mais eux, ils essayent d'agir contre la puissance divine elle-même. Donc en fin de compte, ils essaient de se créer un destin. Ce qui est quand même assez aberrant de la part de personnes qui se disent être des hommes de foi. Mais en plus de ça, effectivement, ils vont allier ça
a une logique guerrière, et personne, vous êtes le premier, grâce à qui j'ai découvert effectivement ces témoignages de dirigeants du Hamas concernant les fameuses génisses rousses qui étaient arrivées en Israël, il y a eu toute une agitation autour du sacrifice effectivement de la 10e vache. Alors là, du coup, chapitre effectivement 8, la machine mythologique, la technique et la pureté messianique. Alors là, je vais laisser quand même, pour le coup, on va quand même laisser nos auditeurs découvrir votre livre. C'est un passage fabuleux, et vous reprenez, vous citez pas mal Hegel concernant la phénoménologie de l'esprit, tout ce qui va être lié au règne de la terreur. Les notions d'état total, d'état universel chez Ernst Jünger, si mes souvenirs sont bons. Donc je vais laisser quand même nos auditeurs découvrir ce partage. Après, on arrive sur la fin du bouquin, Les portes de l'enfer, pareil. Et moi, il y a quelque chose qui va énormément m'interpeller. C'est lorsque vous évoquez, et Abel tua Caïn, comment une forme de nomadisme dévié qui était si cher à René Guénon va se transformer en une sorte de nomadisme, une sédentarité parodique. Voilà. Comment on sort de ce champ-là à travers les divers projectionnistes. Et là, c'est fabuleux parce qu'effectivement, vous vous empruntez à la mystique de René Guénon via son ouvrage Le règne de la quantité, pour aller justement à une sédentarité parodique qui va être promue par justement ces figures qu'on va appeler, qui vont rêver d'une terre symbolique qui s'appelle Eretz Israël. Est-ce que vous pouvez développer tout ça ? Le nomadisme dévié, c'est en fait, René Guénon en a parlé d'abord en citant des exemples précis, notamment Freud, et en disant qu'il y a dans le judaïsme un certain nomadisme dévié, parce que bon, le judaïsme est tribal, donc c'est avant tout du nomadisme, mais un courant comme ça, spirituel, qui va donner des choses un peu contre nature. Donc il a cité Freud avec la psychanalyse, on peut citer aussi Einstein et la bombe atomique, même que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient aussi, hein. On est dans le psychisme, voilà. Et donc la chose à retenir, en fait, c'est le psychisme qui va supplanter le spirituel. Et donc c'est ce qu'il a appelé le nomadisme dévié. Par contre, on assiste là à ce que j'ai appelé la sédentarité parodique, c'est-à-dire que, comme je l'ai rappelé, au XIXe siècle, la notion même d'implantation d'un État d'Israël en Palestine était inconcevable pour les Juifs orthodoxes, pour des raisons religieuses. J'ai cité le Talmud, c'est pas rien, hein. Ouais. J'ai cité le Talmud, un verset du Talmud qui interdit aux Juifs de retourner en Terre Sainte comme une armée. C'est écrit noir sur blanc. Ketubot 111a. Voilà. D'ailleurs, dans le Talmud, il y a beaucoup de controverses. Donc ce passage-là, il est très commenté encore maintenant. Donc il n'y a pas consensus sur la question du sionisme tel qu'on le connaît maintenant. C'est-à-dire, l'État d'Israël tel qu'il est constitué, tel qu'il a été constitué maintenant, n'a sûrement pas de légitimité au niveau religieux. Donc c'est pour ça, entre autres, que les Juifs orthodoxes étaient très réticents. Mais on les a persuadés, donc avec la propagande, etc., pour aller se sédentariser. Et c'est ce que j'appelais la sédentarité parodique, qui en fait, traditionnellement, n'a pas lieu d'être. Et d'où toutes les monstruosités, les atrocités qui sont les conséquences principales de cette aberration, et jusqu'au 7 octobre. Et à l'époque, quand on nous fustigeait parce qu'on voulait
contextualiser le 7 octobre. On disait non, il ne faut pas contextualiser. Le 7 octobre, c'est tombé comme ça. C'est tombé, voilà, on ne sait pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà, Non, il y a toute une succession de choses. Ça a commencé par ça. Et puis ensuite, il y a eu une connivence entre les Netanyahou et le Hamas, comment Netanyahou a fait monter le Hamas, tout Ils ça. ont créé, les services israéliens ont créé. Voilà, c'est une créature. Mais là, vous qui savez, leur a échappé d'ailleurs. pourquoi Netanyahou a viré le patron du Shin Bet dernièrement? Parce qu'il a révélé les connivences entre le Qatar et des membres de l'entourage de Netanyahou. Des trucs très graves. Des financements. Et des financements entre des collaborateurs de Netanyahou qui recevaient de l'argent directement du Qatar. Ces gens-là sont en prison depuis la semaine dernière en Israël. On n'en parle pas ici. C'est ça qui est fou parce que, d'ailleurs, en vous lisant, il y a énormément de prospectives. C'est-à-dire qu'on se dit quand même que tout était déjà en place pour qu'on arrive à ce qu'on arrive. Et que ce n'est pas freiné d'ailleurs malheureusement parce que, et ça va très loin, hein, on découvre à travers votre livre que comment il y a un détournement de la part des sionistes messianiques qui vont créer des commandements ou détourner des commandements comme étant une conquête, une légitime, ce qui est absolument faux. Et justement, Lebovitch va parler d'un verset dont la réalisation va être funeste par Israël. Je le cite, c'est le verset Jérémie 2, 7. « Vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. » Moi, j'ai énormément d'amis. Je suis quelqu'un qui est amoureux de la vie et de tout être, et je supporte pas le racisme d'ailleurs. Alors on peut me reprocher de manifester auprès de tous, même quand c'est une femme juive comme Mary Klein qui est trucidée par un fou, un criminel de la pire espèce en France. Moi, on a le sang rouge et on a les os blancs, tous. Et c'est vrai que cette force qu'il y a dans ce bouquin, qui rappelle combien la vie est fragmentée, déshumanisée, détruite, jusque dans son substrat, qui est l'innocence de l'enfance. C'est terrible de voir comment certains se sont créés de toutes pièces des lois sacrées. Et vous employez des termes que j'aime beaucoup, les notions d'état golem, les notions de parodies de toutes sortes qui sont créées. Et on voit que c'est la dissolution totale de l'Occident qui est en train d'advenir. Et c'est pour ça que j'invite les gens à lire ce livre, L'éthos nomade. Vous avez des formulations qui sont quand même remarquables. On arrive sur le chapitre de la machine de guerre. Et moi, il y a un passage qui m'a beaucoup intéressé, c'est la notion que vous employez, parce que on passe de l'appareil d'État à la machine de guerre via un nombre de lobbies incroyable situés à peu près partout à travers le monde. Et vous empruntez la notion de dromocratie. Et vous dites, Deleuze et Guattari, qui avaient travaillé là-dessus, avaient compris qu'on n'était plus dans le domaine des nomades chasseurs-cueilleurs, mais des nomades éleveurs-dresseurs. C'est fabuleux. Et à partir de là, vous dites, regardez, la guerre, c'est devenu une appropriation. J'ai beaucoup aimé, j'aurais bien aimé que vous puissiez le développer auprès de nos auditeurs. Le terme dromocratie, c'est le premier qu'il a employé, c'est un philosophe qui s'appelle Paul Virilio, qui est un peu oublié d'ailleurs. Je l'ai cité il n'y a pas longtemps dans une émission de Nexus. Qui a fait un travail incroyable. L'éloge par rapport à la vitesse. Sur la vitesse. Et en fait, c'est ça, étymologiquement, ça veut dire le règne de la vitesse. Et c'est la nouvelle manière de faire la guerre. On a parlé tout à l'heure de la guerre algorithmique. Il faut savoir que l'algorithme, il va enchaîner les bombardements de manière... mais toutes les minutes comme ça, c'est affolant. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a eu plus de bombes qui sont tombées sur Gaza que durant la Seconde Guerre mondiale. Que sur Dresde. Oui. Ça explique pourquoi il y a eu autant de bombes. C'est l'algorithme qui décide à une vitesse folle.
Et c'est ça la démocratie. C'est la première fois qu'on l'entend, hein, vous savez. Et je vous remercie infiniment. C'est pas débattu. Non. Même dans les milieux, entre guillemets, que je ne crois plus, hein, être résistant ou dissident, pour moi tout ça est d'une hypocrisie sans nom, parce qu'il n'y a aucune forme de solidarité. C'est tout le temps les mêmes qui sont en première ligne, et comme disait César Romain de l'époque, aux premiers chrétiens, les lions les plus féroces, donc ils sont littéralement massacrés par la machine institutionnelle française, via la magistrature, via la police, et surtout ce pouvoir actuellement en place en France, qui ne représente plus que, je crois, Emmanuel Macron, 4% d'opinion très favorable. C'est dire la fin et la mort de la démocratie représentative en France. Et là, effectivement, quand vous parlez de ces ripostes, parce que vous mettez riposte entre guillemets, au lancement des roquettes, on voit que c'est rien du tout. Le Hamas en face, alors que vous a présenté ça comme l'armée de Saddam Hussein, comme les musulmans en France, une 5e colonne. Mais, dernièrement, ils s'en sont pris à nos amis algériens que je salue très fort, ainsi qu'à Hamid Tebboune. Voilà. Et bravo à lui d'avoir tenu tête au petit tricheur d'Interville qui est M. Retailleau. Ce qui est fascinant, c'est qu'on a quelque chose de purement artisanal en face, qu'on présente comme étant, via nos médias propagandaires, comme une force armée qu'on aurait peur d'avoir à nos portes. Et puis, de l'autre côté, les missiles hypersoniques, l'intelligence artificielle, même des missiles subsoniques furtifs, enfin, et sur le sol, c'est des femmes et des enfants. Pour 70% d'entre eux, c'est ce qu'on comptabilise parmi les victimes. Et on voit que la pauvre Francesca Albanese, qui est à la tête des Nations Unies, est pourchassée par tout le monde parce qu'elle rappelle justement les faits. Et d'ailleurs, moi, je vais me faire un plaisir de lui faire parvenir votre livre, parce que est-ce qu'elle a conscience qu'en réalité, il y a toute une technicité? Moi, je l'ai découvert grâce à vous. Vous savez que l'appareil d'État israélien s'est inspiré des travaux de Deleuze et les a enseignés à son armée. C'est Deleuze qui était pro-palestinien, voilà. Donc, ils sont au fait vraiment de toutes les méthodes possibles et imaginables, sachant que maintenant, de toute façon, l'État israélien n'a pas suffisamment de moyens humains pour continuer la guerre au niveau terrestre. C'est pour ça qu'ils misent tout sur les bombardements. Ils ne peuvent pas rivaliser avec des gens au niveau terrestre. Ils n'ont plus les moyens. Il y a beaucoup de soldats israéliens qui font défection, qui ne veulent plus retourner faire la guerre, etc. etc. Qu'on retrouve en Inde, d'ailleurs. Il y a une antenne qui a été créée au sein de l'armée israélienne pour retrouver les... Oui. Bon. Et donc, certains ont été retrouvés dans la profonde forêt indienne, dans les forêts indonésiennes. Enfin, un peu des vies à la Robinson Crusoe, mais complètement détruits psychologiquement. Complètement traumatisés par la guerre, parce qu'ils ont vu ce qu'ils ont fait, ce qu'on leur a fait faire, ce qu'ils ont subi, etc. D'ailleurs, on oublie de rappeler qu'il y a des franco-israéliens qui se sont engagés auprès d'Israël et qui, si on fait le choix de tuer des Palestiniens, devraient normalement être poursuivis par les tribunaux français, mais pour l'instant, les tribunaux français poursuivent un malheureux joueur de foot qui a retweeté un tweet sans avoir vu qu'à la fin de la vidéo, effectivement, il y avait un discours anti-juif et propagandaire. C'est une erreur, somme toute, liée à son jeune âge et, on va dire, émotionnelle, mais en France, il a quand même pris une peine de prison, avec sursis, une forte amende. C'est dire, on voit ce qui se passe au niveau de la traduction en France du conflit là-bas. D'ailleurs, il devrait lire, vous devrez, avec votre éditeur, l'offrir au moins à ceux qui sont au sommet de la hiérarchie judiciaire, qui, pour la majorité d'entre eux, protège aujourd'hui en France 97% des actes pédocriminels sur notre pays. C'est pour vous dire qu'effectivement, on ne peut pas discuter avec ces gens-là. Mais vous avez parlé de guerre pour Yahvé. Et ça, c'est vrai que Bush avait parlé de l'axe du mal islamiste. On voit que c'est une rhétorique en France aujourd'hui. Le vrai danger, qui est repris par l'inculte Bardella, qui connaît rien de ces dossiers et rien de la géopolitique
d'ailleurs qui se veut viscéralement anti-russe et propagandaire contre les musulmans. Je tiens à lui rappeler quand même que sans l'argent des Émirats arabes unis, le Rassemblement national n'existerait plus aujourd'hui. Donc 9 millions d'euros pour se remettre à jour financièrement par l'argent des Émirats arabes unis. Et avant, c'est quand même les Russes qui vous avaient prêté l'argent, donc ne crachez pas dans la main des gens qui vous ont nourri, permis d'exister. Mais ce qui est dingue, c'est que on découvre, et j'ai découvert à travers votre travail, on va au-delà, que cette haine à l'endroit des Palestiniens va au-delà de ce qui a pu se passer à moindre échelle, parce qu'à l'époque ils avaient moins les moyens, dans les guerres d'extermination contre les Canéens au XIIIe siècle, même que dans ce qu'ont fait les Américains en Irak, même si je rappelle quand même qu'il y a eu 500 000 enfants irakiens morts, et aujourd'hui beaucoup victimes des armes qui ont servi en Israël à l'uranium appauvri. Israël s'est servi d'armes chimiques qui sont interdites par toutes les conventions. Et donc, à vous lire, et c'est là où j'ai trouvé quand même une force, une exigence chez vous d'aller vers la paix. Parce que vous parlez de paix. Bah, c'est l'objectif, normalement. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. Personne n'en parle. Des deux côtés. Hein, mais personne n'en parle. Pro-palestinien, pro-israélien, personne ne parle de paix. Aujourd'hui, c'est binaire. On est dans l'affrontement, dans le manichéisme bête et méchant. Là, je parlais par exemple des manifestations anti-Hamas à Gaza. Se réjouir de ça, c'est nier profondément la réalité politique sur place. À Gaza, depuis le début des années 2000, il y a des gens qui sont anti-Hamas, parce qu'il ne faut pas oublier que le Hamas est venu au pouvoir à Gaza, il a pris le pouvoir après une guerre civile, et il y a eu une épuration, il y a eu des membres du Fatah qui ont été assassinés par le Hamas, c'est une réalité, c'est la réalité politique, qui a été encouragée par Israël, etc. Maintenant, les choses qui sont en train de sortir le prouvent encore plus. Et donc, on méconnaît les réalités profondes du terrain, on simplifie les choses. On essentialise les choses parce qu'il n'y a rien de plus simple. De toute façon, tout est binaire. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Si vous n'êtes pas pro-israélien, vous êtes pro-Hamas. Non, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Et je le rappelle dans ce livre. Parce que le but, c'est de comprendre le mieux possible ce qui est en train de se dérouler maintenant pour aller vers une seule chose, c'est la paix. Parce que comme vous l'avez très bien rappelé, on a affaire avant tout à des êtres humains. Et si nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas faire la paix et vivre ensemble, en fait, c'est la fin de l'humanité, tout simplement. Et l'un des signes principaux de cette abomination qui est en train de se dérouler à Gaza, c'est certainement la fin de l'humanité tout court. Parce qu'on est en train d'aller vers une barbarie sans commune mesure avec ce que l'histoire humaine a connu. Oui. Vous savez, chers auditeurs, je conclurai par le fait que ce livre a été préfacé par un homme vraiment exceptionnel. Je parlais de lui, le rabbin Gabriel Haggai, qui est quand même quelqu'un de... C'est tout à l'honneur de ce qu'il est en tant qu'être juif, aussi en tant qu'être de foi, qu'en tant qu'humain. Et j'ai été quand même... Et on sent que ce sont aussi bien Gabriel Haggai que celui qui a fait la postface. Alain Stacqueux. Qu'ils ont vraiment pris la peine de lire votre livre, de l'apprécier à sa juste valeur. Et le rabbin Gabriel Haggai rappelle vraiment que la paix, comme vous venez de le dire, ne se fera pas seulement au détriment des Palestiniens et au bénéfice des Israéliens, mais réciproquement au bénéfice des deux. Et j'ai trouvé ça fabuleux, et il emploie le mot en italique « ensemble », une sorte de convivence d'ailleurs. Je trouve ça fabuleux parce que je suis fatigué en tant qu'être humain de voir ces deux pôles. En fin de compte, qui veut la paix parmi ces gens aujourd'hui qui se disent pro-palestiniens, alors qu'ils sont pour beaucoup d'entre eux incapables de défendre l'existence de l'enfant en France,
tellement il est maltraité par nos institutions. Donc s'ils ne sont pas capables de sauver les enfants ici, il faudra qu'ils m'expliquent comment ils peuvent sauver les enfants là-bas. Et ils n'ont pas compris que ça ne dépendrait pas d'eux, mais de ressorts et d'institutions qui les dépassent. Pas obligé de passer par l'actuel pouvoir, qui est un pouvoir hypocrite, raciste et soumis réellement à la doxa de Netanyahou, pas à la doxa des Juifs dans leur majorité. Ça, je tiens à le préciser. C'est pour ça que je ne jetterai aucun anathème. Et de l'autre côté, pareil, il y a des gens qui se disent vouloir défendre les Juifs. Je pense que c'est pas en défendant les actions criminelles commises aujourd'hui en leur nom et au nom du judéo-christianisme, ça vous fait bien de le rappeler, par Netanyahou. Moi, il y a quelque chose qui m'a très choqué, je suis plus dans l'émotionnel en raison du combat que je mène par rapport aux droits de l'enfant, mais quelque chose qui m'a fait mal. Je regarde rarement la télé, mais il y avait une manifestation qui a eu lieu en France peu de temps après ce qui s'est passé le 7 octobre. Et j'ai vu, à Paris, un groupe de femmes françaises juives manifester pour Israël, et puis un groupe de jeunes femmes qui, dans leur ensemble, regroupaient des filles. Là, pour le coup, il y avait un peu plus de mélange, on va dire. Voilà. Et à un moment, elles ont été pratiquement face à face, et s'il n'y avait pas eu les policiers français, elles se seraient, je pense, littéralement frappées, même très durement. Et là, c'était des femmes. Moi, je crois beaucoup aux femmes. En France, il y a très peu d'hommes courageux, investis, qui ont cette valeur à promouvoir la dignité humaine. Je le dis par expérience. Il y a des femmes nobles en France. Les femmes françaises sont des femmes extrêmement courageuses, investies et victimes. Les femmes donnent la vie, donc elles ont une sensibilité beaucoup plus... Et victimes en France. Ouais, bon. Une meurt tous les 3 jours de la violence des hommes, justement. Et là, j'ai vu des femmes, des mères, des sœurs, des parentes, surler dessus. Mais comme j'ai eu mal, qu'est-ce qui différencie cette jeune femme française de confession de culture juive de cette jeune femme française de confession de culture musulmane ou chrétienne? Et je me suis dit, mais on en est arrivé là, en raison d'ailleurs de nos hommes politiques et de l'excitation des extrêmes. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Quand je lis la postface du rabbin Gabriel Agaï, qui rappelle notre réalité humaine avant toute chose, et il va très loin. Il rappelle des liens avec la Mishnah et le Coran sur le fait que si tu tues un innocent, c'est comme si tu avais tué l'humanité tout entière. Si tu sauves une personne, c'est comme si tu avais sauvé l'humanité tout entière. Ces ramifications très fortes qui nous lient. Et il terminera justement qu'il est bon et qu'il est agréable le séjour des frères ensemble. Il cite les psaumes pour ce faire. Et je me suis dit, mais comme on s'est éloigné de ça. Et c'est toute la beauté et la force de ce livre que je vous invite vraiment à vous procurer aux éditions Fiat Lux. Et je salue Sami Laibi de l'avoir édité, parce que vraiment, vraiment, tout y est. Et bravo à vous, Ali Benziane, parce que j'imagine que, pour l'avoir lu, que c'est un travail colossal. Mais mettons, moi, avec tous mes invités, j'aurais plus de post-it. Hein, si vous voulez m'envoyer des post-it à Nexus, moi, j'invite là, pour le coup. Je suis très heureux de cet éveil des consciences et de ce que vous m'avez donné à voir, à comprendre. Il y a beaucoup de choses que j'ignorais. Merci à vous. Je voudrais que, pour justement, là, il reste du temps, de toute façon c'est votre émission, que vous concluez à votre manière, je prendrai juste le mot de la fin pour dire au revoir, sur les chances qu'on peut donner à cette paix, parce que vous décrivez remarquablement bien, et on voit votre hauteur de vue, un garçon posé et réfléchi. Qu'est-ce qu'on peut faire
vous déconstruisez remarquablement bien le sionisme messianique. Et vous nous renvoyez à votre titre. Comment peut-on penser Gaza, cher Ali Benzian? Vous l'avez dit, vous venez de le dire, c'est par l'éveil des consciences déjà. C'est donner, comme je l'ai dit, donner une voix aux sans voix. Rappeler que les Palestiniens ont une histoire, que les Palestiniens existent et continueront à exister, et pas au détriment des Israéliens, pas au détriment de leurs frères juifs, parce que les musulmans et les juifs sont frères, comme les chrétiens, nous sommes des religions abrahamiques, et c'est cet objectif-là que nous devons atteindre, que nous avons totalement perdu à cause de l'hystérisation de la société qui est entretenue par les médias, entretenue par certains écrivains, par certains auteurs qui soufflent sur les braises de la division. Et il n'y a pas d'autre objectif que celui-ci. Vous savez, Maïmonide n'était pas anti-messianiste fondamentalement. Il avait une vision messianique qui était bien à lui. Et cette vision messianique était une vision de rassemblement, non pas un rassemblement national, mais un rassemblement spirituel. Et il disait qu'à la fin des temps, le Messie va venir, non pas pour exterminer les musulmans ou les Palestiniens, il va venir pour rassembler les Juifs, les musulmans et les chrétiens, autour d'une même bannière, autour de mêmes valeurs, qui ne sont certainement pas les valeurs judéo-chrétiennes qu'on est en train de promouvoir en ce moment à tort et à travers. Ce sont des valeurs authentiquement spirituelles. Et c'est vers ça qu'on est en train qu'on doit se diriger. Et on doit rappeler les fondamentaux, tout simplement. D'où est-ce qu'on vient? Quelles sont notre véritable culture? Quelle est notre véritable culture? Quelles sont nos véritables traditions, etc. Et qu'est-ce qui nous rassemble plutôt ce qui nous divise? Et on va trouver des choses qu'on a complètement oubliées, qu'on a occultées, au détriment de la division, de la guerre, etc. Et il y a toujours un moyen de faire la paix quand on a cette hauteur de vue-là. Et c'est le principal message que je veux faire passer finalement. C'est justement prendre de la hauteur sur ce que, même si c'est très difficile, parce que il n'y a pas de façon plus horrible d'exciter les passions que de voir ce qui se passe à Gaza, de voir ces images horribles et tout. Mais c'est difficile de garder la tête froide et de garder la raison face à ça. Mais c'est possible, parce que la paix ne peut surgir que d'une telle attitude. Et j'espère que mon livre contribuera. C'est une pierre, comme je le dis dans l'avant-propos, c'est une pierre modeste, mais c'est, je pense, une pierre qui va peut-être augurer un certain chemin, peut-être d'autres personnes vont continuer. Voilà, donc le but n'est pas de prendre une posture pro-palestinienne, dire « ouais, moi j'écris ce livre parce que je défends la Palestine ». Il faut aller au-delà de ça. Tant qu'on joue le jeu finalement de la binarité, tant qu'on joue le jeu de la division, en fait, on s'en sortira jamais. Et tout le monde joue ce jeu-là en ce moment. Hein. Je veux dire, on n'est pas sorti de l'auberge. Et pourtant, il y a une porte de sortie. Et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur que le rabbin Gabriel Agaï signe la postface du livre, conclut le livre, qui est assez éprouvant. Mais en même temps, voilà, il y a un certain souffle, parce qu'il y a aussi de la poésie. Ça, c'est très important pour moi. Et d'ailleurs, le rabbin Gabriel Agaï est lui-même poète, d'où son extrême sensibilité d'ailleurs. Et donc, il va conclure en disant, mais finalement, nous sommes tous frères, nous sommes des enfants d'Abraham, et nous devons tout simplement appliquer ce pourquoi nous avons été créés sur Terre, tout simplement. En tout cas, écoutez, moi, je vous invite vraiment, chères auditrices, chers auditeurs, à vous procurer ce livre, d'ailleurs qu'on se procure assez facilement puisqu'il est sur toutes les plateformes d'achat. C'est un peu compliqué. Hein. La FNAC, il n'y est pas. Bon, je ne sais pas si on peut parler de censure, mais il n'est pas à la FNAC. Alors, allez l'acheter et le commander à la FNAC, ça les obligera. Je ne sais même pas s'il est dans leur... Bon, il est distribué de manière tout à fait normale. Hein, alors, j'invite les gens... Si vous allez en librairie, ils vont le trouver. Hein. Je préférerais effectivement aider les petits commerces et non il vaut mieux aller en librairie. Le cher libraire. Des librairies courageuses. Mais en tout cas, c'est ça qui est quand même fou, parce que ça reste un livre tout à fait... D'abord, je tiens à rappeler qu'il est tout à fait accessible. Très didactique. Mais je pense que pour tous ceux qui sont dans la colère, dans l'émotionnel, c'est important, parce que ce qui fait aussi beaucoup la violence dans les attitudes que je peux voir d'ici ou là, c'est la méconnaissance. Et là, il faut acquérir de la connaissance, il faut acquérir du savoir.
ce livre pose les jalons de vérité, plus ancienne jusqu'à contemporaine. Et moi, je voudrais conclure, si vous me le permettez, cher Ali Béziane. Juste avant, n'oubliez pas, il vient de faire paraître ce livre que vous pouvez retrouver d'ailleurs à la librairie Volontaire dans le 7e arrondissement, qui fera l'objet d'une prochaine invitation. Là, pour le coup, on tournera autour de la thématique de la mystique et de l'ésotérisme. C'est vraiment passionnant. Et merci à vous de me l'avoir fait envoyer. Alors, je voudrais conclure cette émission parce que il y a un message de paix à travers cet ouvrage et j'insiste, c'est une particularité que je trouve rarement dans les débats d'aujourd'hui concernant Gaza. C'est un poème pour Hind Rajab, cette petite fille de 6 ans qui a été, on a parlé tout à l'heure, assassinée. Et moi, quand j'ai lu ce poème, j'ai le sentiment qu'il est dédié à tous les enfants victimes. Tous les enfants victimes, quels qu'ils soient, même des enfants otages. Je leur rends hommage aussi dans le livre. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut vous le procurer. C'est un homme de paix, ce garçon. Et vraiment, j'enverrai une note à Semilabi. Moi, il a vraiment assuré là en vous éditant. Merci à lui. Je le salue très fort. Pour Hind Rajab. Alors, on va conclure l'émission Nexus. Je vous dis tout de suite au revoir. Et ça se terminera par ce poème. Merci à vous toutes et à vous toutes de nous avoir suivis. Toujours aussi nombreux, toujours aussi bienveillants, mais je vous en remercie 1000 fois. Il est question, si vous le pouvez, à travers les commentaires, de faire usage de votre intelligence pour vous questionner par rapport à la réalité de ce qu'on a pu dire durant cette émission. Voilà, ce n'est pas en général fait pour que certains viennent y dissiper leur haine. Voilà, faites un tour, allez au café du coin, mais respectez les auteurs. Alors, pour Hind Rajab, et si vous me permettez, pour tous les enfants du monde, victimes de l'horreur des hommes. Tu attendais la parole de paix, la paume sur ta joue et les yeux cramponnés à l'âme. Ton sourire figé comme les chants étouffés des poètes, ta voix tremblait, entourée par la mort. Tu respirais l'air voilé de sang, tu attendais la liberté, sous le ventre lacéré des colombes, un éclair assassin. A jailli des profondeurs, une flèche aveugle transperce l'enfer du ciel, ton sourire figé pour l'éternité. Merci Ali Béziane, merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous.